Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Même en déplacement à Calais, je peux être un petit peu parmi vous. L'évolution du travail dans un département rural comme le nôtre est extrêmement important. On doit trouver des solutions, on l'a vu avec le Covid, et nous sommes maintenant dans le post-Covid. Et nous avons plusieurs objectifs au département. Et là aussi, je compte sur Julien pour faire passer ces messages-là, mais on le fait aussi, c'est-à-dire être le premier département rural innovant. Alors l'innovation, c'est à la fois dans le domaine de l'environnement, mais ça peut être également dans le domaine de l'innovation, et y compris dans l'innovation du travail et du temps de travail. L'innovation, c'est également dans les organisations sociales, dans les entreprises. Et si on peut contribuer à faire bouger et à faire changer les lignes pour l'objectif qui est celui de ramener de la population dans notre territoire, on a plusieurs atouts, la proximité avec Paris et Strasbourg. On a également des atouts maintenant avec la fibre. Donc, c'est tous ces sujets que vous allez pouvoir débattre cet après-midi. Je ne doute pas que vous allez pouvoir également faire des propositions qui seront peut-être parfois détonnantes. Je compte sur Julien là-dessus. Et puis peut-être également regarder ce qui se passe chez nos voisins européens ou un peu ailleurs. Je pense notamment sur l'évolution du temps de travail et sur l'organisation de la semaine des 4 jours. Pourquoi pas expérimenter des choses en lien avec le télétravail chez nous, y compris au département, pourquoi pas. C'est des choses sur lesquelles on doit on doit pouvoir évoluer. La ruralité innovante et notre département doit être en première ligne sur ces sujets, et je compte sur vous pour apporter votre contribution. Je ne sais pas si vous m'avez bien entendu, si j'ai été clair dans mes propos. En tout cas, soyez tous créatifs. Je compte une nouvelle fois sur Julien et sur toutes et tous pour que vous soyez innovants et pensez à ce que notre département puisse être encore plus attractif que ce qu'il n'est aujourd'hui. Et ça sera grâce à vous. Eh bien, merci. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour parler un petit peu de révolution dans le monde du travail, de la Meuse de demain, d'une manière un peu particulière. Mais je vais vous expliquer tout ça. Je vais déjà vous dire quand même en 2 mots la genèse. Pourquoi on est là aujourd'hui, hein. Il faut savoir qu'au niveau du département de la Meuse, avec le président et tous les collègues élus qui sont là, que je salue. Hein. Alors je salue bien sûr monsieur le sénateur que j'ai aperçu, tu es là Franck, monsieur le maire de Verdun, président de la comité d'agglo, tous mes collègues conseillers départementaux, les élus, je ne vous cite pas tous individuellement, mais vous êtes le bienvenu. Et la bienvenue, les bienvenus de manière générale. Donc avec mes collègues, on a lancé une stratégie autour des tiers-lieux il y a un an et demi, donc avec un objectif plutôt simple, c'est de répondre aux enjeux sociétaux et puis aussi aux enjeux environnementaux. Je reviendrai sur nos 2 collègues autour de moi tout à l'heure. L'esprit, c'est de dire aujourd'hui comment on peut faire avec ce qui se passe dans le domaine environnemental, mais aussi sociétal, comment on peut rapprocher le domicile du travail, comment on peut répondre à des attentes sociétales qui ont été accélérées par le Covid. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais en tout cas, on a une stratégie de développer les tiers-lieux sur le territoire meusien, peu importe où, des tiers-lieux productifs, des tiers-lieux culturels, des tiers-lieux de travail, enfin peu importe, c'est de manière globale. Après, avec Dominique, que je vais présenter, on travaille aussi sur ces tiers-lieux, sur un volet environnemental et notamment un label, en tout cas peut-être pas un label, on pourrait parler aussi du label bas carbone, mais là plutôt au domaine dans les CE. Dominique a contractualisé, il se présentera après, au niveau national avec EDF, une sorte de contrat particulier qui valorise les kilomètres non effectués. Donc en gros, à partir du moment où on labellise un tiers-lieu avec ce dispositif, tous les kilomètres économisés par les salariés d'une entreprise, imaginons quelqu'un de Paris, une entreprise de Paris, de Metz, de Nancy, enfin peu importe, qui met son salarié dans un tiers-lieu en Meuse, bénéficiera de l'économie quelque part de kilomètres et ça sera valorisé et ça reviendra au niveau de l'entreprise sous forme de CE, après libre à elle, libre à l'entreprise de redistribuer ou pas à ses salariés, mais enfin le principe il est un peu là. Donc ça c'est un travail qu'on est en train de mener avec Dominique et le département autour, on appelle ça le proxy travail.
Mais pour cette journée, on n'a pas voulu se limiter uniquement à ces questions de tiers-lieux et de proxy travail, même si c'est un des fils rouges. On a voulu plutôt essayer de regarder à 360 degrés le monde du travail, avec un axe aussi de territoire. C'est-à-dire, on croise les évolutions sociétales, les difficultés de recrutement, enfin toutes les questions que tous les employeurs se posent, ou les difficultés qu'ils ont, croisées à c'est quoi la Meuse demain dans ce contexte global. Alors, nous, on est convaincus d'une seule chose, c'est la seule chose. On ne détient aucune vérité. La seule chose qu'on est convaincu, c'est qu'on ne réglera pas les problèmes d'hier avec des solutions, non, les problèmes d'aujourd'hui ou les problèmes de demain avec des solutions d'hier. On est convaincu, c'est la seule chose qu'on est vaincu. Le reste, on ne vient pas avec des solutions imposées, on ne vient pas avec des solutions toutes faites, on est plutôt dans une logique de co-construction, de débat, qui peut être le début d'une aventure sur le sujet. Là, on a choisi 3 thématiques que vous avez vues, en tout cas, Dominique va les présenter. Et puis, on a voulu les traiter un peu de manière particulière, c'est-à-dire qu'effectivement, il y aura 3 tables rondes autour de 3 thématiques, mais qui sont autour du travail, bien évidemment. Mais on les a un petit peu... on va les introduire de manière un petit peu particulière pour essayer de faire un petit peu réfléchir les gens et aller un peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire. Parce que quelque part, on le sait, on est, ça c'est typiquement français, c'est un peu aussi au niveau des élus, mais pas que les élus, tout le monde. Donc on est assez quand même dans le court terme. Et c'est dur d'ailleurs, c'est aussi lié à des populations exigeantes qui veulent des solutions tout de suite, et on peut le comprendre. Mais ça n'empêche qu'on a le droit aussi d'avoir une vision stratégique et essayer de de projeter un petit peu, mais pour autant, on n'a pas le temps. Ce n'est pas le tout de discuter pendant des jours et des semaines et des années pour une solution qui va tomber dans 2, 3, 4, 5 ans. Non, c'est demain. Là, les changements, c'est demain. Les planètes sont alignées aujourd'hui, donc voilà. Donc, on va vous présenter tout ça. Et avant, donc, je présente donc Dominique Valentin. Alors, tu vas te présenter. Je le connais depuis très longtemps, Dominique, parce que depuis peut-être 10 ans, facilement, on est préoccupé. Il est comme moi. Alors, bien sûr, il est entrepreneur, il va se présenter. Mais toutes ces questions de travail, de révolution du travail, on en parle depuis 10 ans. Et aujourd'hui, nous, quand on voit ce qui est dit, on se dit quand même, et c'est malheureux, mais c'est le Covid qui a accéléré tout ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est convaincu par ces changements et par les territoires ruraux. Et Olivier, alors il nous vient de l'étranger, de très loin, un Belge. Voilà. Olivier va se présenter. Alors Olivier, c'est Making Tomorrow, mais il va se présenter, c'est du design fiction, on va pas rentrer dans les détails. Je passe la parole à toi, Dominique. Merci. Bon, en tout cas, une introduction qui va nous permettre effectivement de rentrer assez vite dans le vif du sujet. Donc, je me représente donc Dominique Valentin, donc le fondateur de 2 sociétés, une qui s'appelle Relais d'entreprise, qui déploie depuis 10 ans maintenant des espaces de télétravail en milieu rural et périurbain. Donc ça fait 10 ans que je dis que la mobilité la plus rapide, la moins polluante, la moins coûteuse, la moins fatigante est celle qu'on ne subit pas. Merci Covid, puisque effectivement la Covid a permis d'accélérer cette prise de conscience que, et on vient de le voir à l'instant, on pouvait malgré tout et malgré la distance exercer des activités à valeur ajoutée. Et l'autre société qui est plus récente, qui s'appelle Vivre au Vert, puisque je suis originaire des Ardennes. Oui, je ne suis pas originaire de très très loin de la Meuse, et originaire du monde agricole. Et j'ai une ambition, dans tous les cas une prétention, c'est de rendre la France équidense, la France où la population est mieux répartie, sans opposer les villes à la campagne. Moi, je considère qu'il fera bon vivre partout quand la population sera mieux répartie. Donc des sujets qu'on va aborder cet après-midi avec... effectivement 3 tables rondes, donc j'appellerai les intervenants sur les 3 tables rondes. Mais avant, je souhaitais présenter également Olivier, et qui effectivement nous vient de la Belgique voisine. Et Olivier, en bon belge qu'il est, donc a fait un benchmark un peu de ce qui se passe un peu partout dans le monde, et il a fait un focus. Il a regardé les particularités de la Meuse, et il nous revient avec... des extraits d'articles qu'il a pu observer dans des médias. Donc il nous a fait des photos d'un article intéressant sur une campagne qui a été engagée par la Meuse, par le département de la Meuse, autour un peu de cette question du logement, de l'attractivité. Et régulièrement, il va nous présenter ce benchmark qu'il a pu faire, de belles initiatives qu'on a pu observer dans le département de la Meuse, parce qu'il ne faut pas avoir effectivement de complexe. Vous êtes un département, alors c'était le titre
de cet après-midi. On a pris un certain nombre de qualificatifs et on a effectivement imaginé ce que pouvait être le travail dans la Meuse, et c'est justement ce que va aborder Olivier. Olivier, je te laisse te présenter et présenter assez rapidement la première effectivement benchmark que tu as pu faire. Merci Dominique, bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Olivier, je représente un collectif, comme ça a été annoncé, de prospectivistes. Alors la prospective, c'est un nom compliqué pour une chose très simple, c'est d'essayer de regarder un peu comment le monde peut évoluer. Et un des outils de la prospective, c'est de regarder ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire les initiatives un peu remarquables, un peu inspirantes de par le monde, qui sont des propositions pour nous faire changer notre trajectoire. Et c'est vrai que quand on appelle un prospectiviste, en général, on aime bien d'avoir des expériences qui se passent à l'autre bout de la planète. C'est toujours très excitant d'avoir une expérience new-yorkaise inspirante, une expérience d'Amérique latine. Et on ne regarde jamais ce qui se fait chez nous. Alors, du coup, dans notre équipe, on a regardé un peu les initiatives marquantes sur le territoire de la Meuse qu'on avait envie de mettre en avant et qui nous paraissent inspirantes pour réfléchir un peu nos futurs. Et la première initiative qu'on a sourcée, en fait, c'est une publicité d'initiative alors assez remarquable parce que je suis assez étonné des mots du président parce qu'on a réévoqué, comme dans beaucoup de régions, l'enjeu de la densification, de l'attractivité en population et territoire. Et puis dans cette offre de publicité, l'agence sur mesure, dont je vais vous présenter un peu le détail, mais ce qui nous a marqué, en fait, c'est qu'elle assume complètement que la Meuse a rejoint le club des 25, c'est-à-dire le club très, très prisé des départements qui ont moins de 25 habitants par kilomètre carré. Et ça, c'est vrai que c'est une fierté qui nous a beaucoup marqué en Belgique. On sait qu'en Belgique, on se pose ces questions sur la densité. Donc, le fait de se dire finalement, waouh, on a réussi à avoir une densité de population plus faible que les autres. Et on est vraiment en tête. Alors là, on est très content parce que la Lozère, en général, on se prenait un peu la tête avec la Lozère, à voir qui allait en avoir le moins. Et aujourd'hui, la Lozère, à cause de la Covid, a commencé à avoir beaucoup de maisons secondaires, etc. Donc, finalement, ils sont à 50 habitants par kilomètre carré. Donc, ils n'ont pas réussi leur pari. Nous, en Meuse, on a réussi à être que 25 habitants par kilomètre carré. Et ça, c'est assez extraordinaire. Après, le défaut de cette initiative, c'est ça qui nous a marqué dans cette publicité et dans l'initiative du département, Logez-vous sur mesure, c'est qu'effectivement, l'attractivité inhérente à la faible densité, elle est tellement forte que font les entreprises, notamment les entreprises en Belgique, c'est comme ça qu'on a entendu parler de cette initiative, elles ont envie de se rapprocher du territoire, évidemment. Pourquoi? Parce qu'un département faiblement peuplé, c'est une qualité de vie assez extraordinaire. C'est un département qui a assumé l'autonomie en électricité, en énergie. C'est un département qui a assumé la maîtrise de son agriculture pour produire localement et satisfaire tous les résidents. Donc, tout l'espace que vous avez économisé en vous libérant de la population permet cette qualité de vie. Et le contre-pied, bien évidemment, c'est que vous avez de nouvelles entreprises qui veulent rejoindre le territoire. Et c'est là où vous avez été très, très, très malin, et je trouve vraiment l'initiative remarquable, avec Logez-vous sur mesure, c'est de dire non, attention, on ne va pas laisser nos citoyens comme ça, sans capacité de préserver leur logement. On ne va pas faire la flambée des prix comme on l'a connu au Luxembourg. En Belgique, nous, on est très inquiets de notre sud, parce que tout le monde, les loyers explosent, que tout le monde veut travailler au Luxembourg. Vous avez un peu le même problème. Et vous l'avez résolu finalement en essayant justement de faire ce partenariat entre chaque entreprise. Donc, bon, les entreprises connaissent, je ne vais pas les représenter, mais pour ceux qui ne travaillent pas en entreprise, ça vaut la peine d'y revenir. C'est une initiative pour laquelle les entreprises sont accompagnées pour leurs collaborateurs qui voudraient s'installer. On leur détermine un logement qui correspond à leur qualité de vie et la qualité de vie en priorité. Et à partir de ça, on peut faire progressivement revenir des habitants dans le département de manière extrêmement maîtrisée. Et c'est la force que vous avez eue et qui est absolument remarquable. Alors, c'est une success story. Nous, ça nous impressionne en Belgique que vous ayez fait ce choix. On en débat entre nous. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui pensent que non, il faut densifier. Il y en a qui pensent que c'était la bonne solution. Bon, vu depuis 2042, effectivement, ça paraît évident. En 2020, quand tout le monde voulait encore densifier ces territoires, on ne se posait pas la question. Aujourd'hui, avec 20 ans de recul, on se dit « waouh, on a fait quelque chose d'assez osé ». Et c'est vraiment ça qui est remarquable sur cette initiative sur mesure et donc qui justifie effectivement la raison d'être de cette table ronde, à savoir comment on a pu en arriver là ou comment peut-être, vous allez nous dire, on a tout fait pour éviter d'en arriver là. Et je pense que c'est bien l'enjeu de cette table ronde. Merci Olivier pour ce premier un peu rapport d'étonnement sur cette communication Logez-vous sur mesure. Donc je vais appeler les premiers intervenants à la table ronde qui a un thème autour, non pas du logement, bien qu'on va parler d'attractivité des entreprises. Et quand le sujet traite de est-ce que tous les chemins
mène au travail, vous verrez effectivement quel est le sens de ce mot chemin qui mène au travail. Donc je vais demander à ce que Bruno Allard, qui est le responsable des ressources humaines de MC2, me rejoigne au niveau effectivement de cette première table ronde, ainsi que Virginie Willem, donc présidente du groupement d'employeurs Interpro, Richard Papazoglou de la CCI, président de la CCI Haute-Marne et Meuse, ainsi que Jean-Louis Imblet, qui est le directeur général d'une société qui s'appelle donc Etoline et qui pourra effectivement aussi nous faire part d'un retour d'expérience. Mais avant effectivement de démarrer cette table ronde, un autre rapport d'étonnement et qui celui-là assurément décoiffe. Puisqu'on va parler effectivement de route, on va parler de chemin. Donc, Olivier, chapeau au département et son ambition par rapport à ces infrastructures routières. Oui, exactement. Une autre initiative qui nous a vraiment bluffé. Bon, là, c'est la revue Urbanisme, pour ceux qui connaissent, qui sont des fidèles lecteurs, une revue de référence en termes d'aménagement du territoire. Et là, qui fait le point sur 15 ans de destruction systématique des routes. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous a beaucoup interpellés. C'est vrai que le projet a surpris tout le monde, a surpris à différents égards. Déjà parce que la majorité au département a décidé très rapidement, ce qui a quand même été quelque chose qui a été souligné à l'époque. Et donc Julie Husson, qui était présidente du département à l'époque de la décision, en 2037, a vraiment réussi à mettre en avant cette idée que on allait arrêter de payer pour des routes qu'on avait du mal à entretenir et qu'on n'entretenait finalement pas si bien. Bon, il était temps d'arracher. Il était temps d'arracher et de passer à autre chose. Et de manière assez courageuse, le département est vraiment parti sur l'idée de tendre vers un objectif initial de 50% de dégoudronnage des routes du département. Alors 50%, c'est beaucoup. Ici, dans le bilan que fait l'article, aux environs de 2042, oui, on est sur quelque chose autour de 30-40%, ce qui est quand même plutôt un bon résultat. Pour être clair, on n'avait pas imaginé faire aussi bien en si peu de temps. Et la stratégie était assez simple, finalement. Il fallait juste un peu d'ambition et puis réunir les collectivités, réunir les citoyens. Il a fallu convaincre aussi. Tout le monde n'a pas accepté ce principe qui consiste à dire on garde les routes véritablement utiles, on organise un télétravail de manière proactive et puis on entretient de manière périodique, en fonction des usages agricoles, les routes qui le nécessitent véritablement, mais qui n'ont pas besoin d'être goudronnées avec la même rigueur que des routes pour usagers. Alors, on retrouve dans cet article un témoignage qui explique un peu l'état d'esprit de l'époque. Donc, je cite Hubert, qui était un agriculteur. Alors, j'ose pas exprimer le nom des villages parce que je pense que je vais mal les dire et vous m'en voudrez. Donc, je vous lirai. Mais donc, Hubert nous dit, voilà, on nous a vendu un truc intelligent pour une fois. C'était presque tout bénef. Les chemins et les routes, on en a terriblement besoin à certaines saisons quand les rotations sont permanentes. Et là, savoir que l'entretien de nos chemins d'accès est extrêmement bien réalisé, bien tenu dans ces moments-là, ça pouvait que nous plaire. Donc effectivement, la logique, c'est pas de dire on abandonne intégralement tous les trajets, simplement on les rend exploitables quand on a besoin d'avoir des trajets. À nouveau, ça tombe sous le sens, mais à l'époque, ça a ouvert un certain nombre de contestations. Une autre stratégie qu'au département vous avez eue qui était assez remarquable, c'est quand vous avez décidé finalement, puisqu'on reste chez soi, qu'est-ce qui nous manque? C'est peut-être la logistique. Et donc là, c'est vrai que l'investissement massif qui a été fait dans les drones autonomes, les drones agricoles qui permettent de faire acheminer dans les zones un petit peu plus excentrées les matériaux, le besoin du quotidien à travers ces trouées végétales qui ont permis de faire arriver les matières premières nécessaires pour le quotidien. Ça aussi, ça a été une révolution qui a permis finalement de démobiliser, littéralement, la plupart des citoyens. Et donc c'est vraiment ces deux ingrédients qui nous ont extrêmement frappés de ce modèle meusien qui crée de la jalousie. En Belgique, on est de plus en plus tenté par cette approche. On sait qu'en Wallonie, quand vous venez chez nous, vous savez que les routes sont dans un état pitoyable. Donc pourquoi effectivement payer autant pour entretenir quelque chose d'inutile alors que le besoin à l'usage est peut-être une des pistes dès lors que tout le monde travaille de chez soi ou presque. Merci Olivier. Vous avez compris, 2042, on est dans de la fiction. Les bulldozers n'ont pas commencé à dégoudronner les routes dans la Meuse. Ceci dit, comme l'évoquait Julien, cette approche un peu de ces tables rondes se veut innovante, se voulait innovante, et on traite quand même les sujets qu'on va aborder lors des tables rondes. On a parlé un peu tout à l'heure d'attractivité, on a parlé de logement, là on parle de mobilité. Je vous évoquais qu'il y a 10 ans, quand je disais que la mobilité la plus rapide, la moins polluante, la moins coûteuse, la moins fatigante est celle qu'on ne subit pas, on me regardait avec des yeux d'extraterrestre, j'ai deux petites victoires.
La première, c'est de figurer dans les manuels d'histoire géo, dans le manuel d'histoire géo de 3e des éditions Hatier. Donc c'est ma petite médaille en chocolat en tant que fondateur d'entreprise qui se retrouve dans un manuel d'histoire. Donc espérant que ça soit aussi du futur et pas que du passé. Et puis d'être aujourd'hui convié à un salon de la mobilité. Donc à Toulouse, il y a un énorme événement sur la mobilité et on nous a conviés à être exposants pour parler de non-mobilité. La mobilité est un sujet qui est important parce que c'est aussi la problématique de beaucoup d'employeurs aujourd'hui. C'est comment on fait venir des collaborateurs avec la hausse du prix des carburants. On parlera de semaine des 4 jours, on va parler de télétravail, mais on va parler avant tout d'attractivité. Et donc là, je vais laisser la parole tout d'abord à Monsieur Allard, parce qu'effectivement, en tant que DRH d'une entreprise, certes, à orientation agricole, vous évoquerez le nombre de métiers importants qu'il peut y avoir dans une coopérative agricole. Et puis surtout, au-delà du fait de vous laisser peut-être déjà réagir à chaud à ces 2 premières fictions qui ont traité à la fois du logement un peu sur mesure, avec le jeu de mots qui va bien, et puis de la problématique des mobilités. On parlait d'ailleurs du monde agricole. Quelle est votre première réaction? Et puis surtout, quelle est aujourd'hui votre vision de la relation des salariés ou des citoyens au monde du travail? Est-ce que vous avez vu, vous, en tant que DRH, une évolution de la relation au monde du travail? Bien, bonjour à tous et à tous. Déjà, une petite réaction par rapport à ces deux présentations là, que vous avez faites. Moi, j'ai passé à peu près une 50aine d'années en dehors de la Meuse. J'ai rejoint la Meuse que depuis 8 ans. Et en fait, mon parcours professionnel m'a fait me promener pas mal dans toute la France. Et j'ai trouvé un accueil déjà très chaleureux, très sympathique, et puis avec, je pense, beaucoup des personnes très humbles qui ont su me recevoir. Et j'ai trouvé les Meusiens avec beaucoup d'humour. Donc je pense qu'on retrouve vraiment... Alors c'est peut-être la proximité de la Wallonie qui veut ça, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, et puis avec un sens de la dérision que je retrouve ici. Voilà. Donc je pense qu'en effet, les Meusiens, ils ne doivent pas être complexés du tout, parce qu'ils ont un super territoire. Et nous, dans le cadre de la coopérative dans laquelle je suis, en EMC2, donc on est sur des métiers autour des céréales, autour de la collecte de bovins, de machinisme agricole. On a à peu près 800 salariés, une 60aine d'apprentis. Et on a aujourd'hui, en effet, environ 200 métiers différents. C'est-à-dire qu'en fait, on est capable, pratiquement, sur l'ensemble des territoires dans lesquels on est présent dans 8 départements, on est capable pratiquement de répondre à toutes les demandes que les salariés pourraient avoir en termes d'emploi. Alors, le monde agricole n'est pas forcément évident et pas forcément attirant, malheureusement, parce que derrière, les gens pensent conditions de travail. Ils pensent en effet avec un travail avec beaucoup d'heures de pénibilité, alors qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une mutation importante de notre métier, avec de l'innovation, de la proximité et surtout... En fait, quand vous parlez d'attractivité, on a vraiment une chance énorme, c'est que les salariés, quand ils viennent et qu'ils se lèvent le matin pour venir chez nous, en fait, ils ont du sens. Parce qu'en fait, ils sont les premiers interlocuteurs des agriculteurs. Ils passent beaucoup de temps avec un adhérent ou un agriculteur en face d'eux. Et ils savent en fait pourquoi ils se lèvent le matin. Et je pense que là, c'est un des points importants, en effet, de l'attractivité qu'on peut avoir, cette proximité. Et c'est pour moi un des éléments, on va dire, qui est vraiment essentiel. Oui, et c'est une notion, merci, parce que c'est une notion qu'on aura l'occasion aussi d'aborder lors de la 2e table ronde sur le sens. Quel sens donner à la formation, quel sens donner au travail. Et c'est vrai que la Covid, on a vu beaucoup d'articles. Alors on a parlé bien sûr de la grande flemme, qui est un des effets de la Covid, où tout le monde se recroqueville avec ce cocooning, on ne sort plus, on se fait livrer, on regarde Netflix, on ne va plus au cinéma. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des séances maintenant un peu particulières, c'est pour qu'il y ait du monde dans les cinémas. Mais voilà, c'est effectivement ce risque. Et
le monde agricole, le monde de la terre, le monde effectivement des métiers du palpable, hein, par rapport au bullshit job, comme on dit en anglais dans le texte, effectivement, peuvent aussi être peut être un point important sur l'attractivité. Merci pour ce premier témoignage. Deuxième, justement, réaction, parce que on évoquait à une époque oui, le CDI, le contrat à durée indéterminée, à durée indéterminée était le Saint Graal, que on étudiait une vingtaine d'années, même pas, 18 ans, pour rester ensuite 40 ans dans la même entreprise, hein, et on rejoignait l'entreprise dans laquelle ses parents étaient eux-mêmes employés. Hein, c'était les schémas, et c'était même la fonction publique, des fois, c'était même le Saint Graal. Hein, il fallait être embauché dans la fonction publique pour être vraiment ad vitam aeternam, embauché jusqu'à la retraite. On en pense quoi, côté groupement d'employeurs, de ce Saint Graal du CDI? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est un terme qu'on entend beaucoup, sacro-saint CDI. Et chez nous, GE Interpro, groupement d'employeurs, interprofessionnels, Meusien, Nord-Haute-Marne, Meuse. Nous, on a des chercheurs d'emploi, nous on les appelle les chercheurs d'emploi, qui viennent et qui nous disent « Moi, je veux plus d'un CDI temps plein dans la même boîte. C'est fini, c'est terminé. Moi, je ne veux plus être un salarié unique dans une boîte avec mes 5 jours ou mes 6 jours par semaine dans la même ambiance, à enfiler le même costume, à faire la même chose et à faire le même job. » Donc, ils postulent chez nous. On a des candidatures régulières sur nos postes qui nous sont des postes. Nous sommes, j'aime à dire que nous sommes des créateurs d'emplois durables en temps partagé, c'est-à-dire en associant des temps partiels les uns avec les autres pour en faire des CDI temps plein diversifiés. Et là où ça prend du sens, alors je rebondis un peu sur l'idée de prospective, parce que quand on a créé GE Interpro il y a quasiment bientôt 25 ans bientôt, je pense qu'on était dans cette démarche un peu prospectiviste, au regard des 35 heures qui nous tombaient sur le coin du nez en disant « Waouh, mais comment on va faire pour répondre aux besoins ?» mais aussi en disant « Mais comment on va faire sur un territoire rural où on entendait déjà le manque de compétences, les besoins de compétences supérieures qu'on n'arrivait pas à trouver, l'exode de nos cerveaux à l'extérieur, comment on fait pour les retenir et comment on fait pour doter nos PME, PMI, TPE même, comment on fait pour les doter de compétences clés alors qu'elles n'en ont absolument pas les moyens en temps plein et de toute façon pas besoin en temps plein. Là aussi, on tricote les besoins parcellaires les uns avec les autres pour en faire des CDI qui, là, de nouveau, sont diversifiés et permettent à des collaborateurs et des cadres supérieurs d'avoir de la diversification dans leur job, mais d'être complètement sécurisés puisqu'ils sont salariés GE Interpro mis à disposition des entreprises. Donc c'est vraiment des deals gagnant-gagnant et qui aujourd'hui, donc voilà, on a créé il y a 25 ans, là ça prend évidemment, je vous rejoins sur la notion du post-Covid où il y a une révélation en disant mais évidemment on a besoin de compétences clés qu'on n'a pas, comment on se dote de RH dans une PME. Est-ce qu'on a besoin d'une RH dans une PME? Oui, on a besoin d'une RH dans une PME, ou un RH, pardon pour les... en revanche, comment on fait? Voilà, comment on fait? On se la partage, on mutualise. Et quoi de plus naturel sur des territoires comme le nôtre de mutualiser, de partager, de faire des vraies chaînes vertueuses et y compris entre des grosses entreprises. On parlait de MC2, pourquoi pas travailler aussi en coopération avec des plus grosses entités et des plus petites pour justement stabiliser des emplois, donner du sens là aussi
avec des beaux projets, type des projets sur EMC. Je prends MC2 parce qu'il est à côté de moi, mais je peux en prendre d'autres. Et avec des plus petites, du coup, ça donne du sens, ça donne une identité territoriale et ça crée des vrais beaux parcours. On voit bien effectivement, merci pour ce témoignage, on voit bien à chaque fois que vous avez utilisé les deux mêmes termes, le sens, hein, et on voit bien toute l'agilité du monde du travail, hein, donc sur effectivement ces groupements d'employeurs, des choses qu'on n'aurait pas imaginées il y a quelques temps, où on voulait absolument avoir sa fonction, et si on ne l'avait pas à 100%, on se disait on s'en passe. Changeons de paradigme par rapport à ça. Mais en tous les cas, on aura l'occasion dans la troisième table ronde, avec notamment la présentation de nos bureaux, qui est un espace coworking, d'évoquer la notion de l'économie de la fonctionnalité. Tout aujourd'hui, sujet qui n'est pas utilisé à 100%, peut être partagé. Et c'est valable aussi pour l'emploi. Un emploi pas utilisable ou pas justifié à 100%, peut être partagés, comme les bureaux qui peuvent être partagés. Et ça, c'est vraiment une révolution, notamment aussi par rapport, on a évoqué les questions d'environnement, et on aura l'occasion d'aborder, et on a été taquin, mais on n'a pas été jusqu'à retenir une des fictions autour du déchet et tout ce qui touche à l'économie circulaire ou l'économie justement autour des bilans carbone et autres, mais on aura quand même l'occasion de l'évoquer. On va continuer effectivement les témoignages parce que on a abordé un peu la question du télétravail, on a parlé du groupement de l'employeur, mais on peut aller encore plus loin. M. Papazoglou, vous êtes à la fois donc président de la CCI, donc vous avez effectivement une vision assez transversale des besoins des entreprises, mais vous êtes aussi dirigeant d'entreprise, avec vous-même une expérience en matière de management de collaborateurs à distance. Et alors c'est à la fois un atout pour le territoire, ça peut être aussi un inconvénient pour le territoire, parce que finalement, combien de fois on a dit que le télétravail et le travail à distance pouvaient aussi générer la délocalisation des cols blancs, hein, et souvent on a même des initiatives de territoire qui veulent accueillir des télétravailleurs à 100%. Venise est en train de faire une grande campagne de marketing pour dire venez vous installer à Venise parce qu'on a que des personnes âgées ou des touristes et on aimerait avoir un peu plus de population à l'année. Les territoires de destination touristique sont dans cette logique-là. Mais à l'inverse, on pourrait très bien, nous, devenir la Meuse, le territoire d'attractivité de salariés étrangers, chinois, américains, qui rêveraient, ou australiens, qui en ont marre de la chaleur et des 50 degrés et qui aimeraient effectivement un peu plus de fraîcheur et un peu plus d'eau. Le 100% remote, vous l'avez mis en place, hein, c'est un terme anglais. Et au-delà de ça, quelle est la réaction aux fictions et un peu à ces deux premiers témoignages autour de l'agilité et des nouvelles organisations du travail? Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, priorité d'abord, je crois que ce qui détermine aujourd'hui, c'est la quête du sens. Mes collègues l'ont dit précédemment. C'est vrai que moi aujourd'hui, je suis président de la Chambre de commerce et d'industrie de Meuse-Haute-Marne depuis 1 an et demi bientôt, confronté en fait à quand même un grand territoire, 20% du Grand Est, ce qui veut dire que je me déplace en fait longueur de journée. Donc mon bureau finalement c'est ma voiture. Régulièrement, alors c'est pas bien, mais je passe mon temps au téléphone, en voiture, effectivement, à régler les affaires de la Chambre, mais également celles de mon entreprise. Parce qu'avant tout, pour être président de la Chambre de commerce et d'industrie, j'insiste sur industrie, je suis avant tout entrepreneur. C'est ça qui me fait manger. Et justement, j'ai créé l'entreprise en 2014. À l'époque, j'avais déjà fait un peu ma révolution, avant Covid, où je travaillais avant en fait avec des élus politiques, pardon pour tous ceux qui sont dans la salle, où j'en ai eu marre. J'en ai eu marre parce que, pour la bonne raison, c'est que j'avais le sentiment d'être toujours pressurisé, d'être toujours... j'avais vraiment besoin de sens. Quelle utilité j'avais réellement dans ce que je faisais? J'y passais beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Notamment, j'habitais en Meuse, mais je travaillais à Dunkerque, où j'ai travaillé effectivement pour le maire de Dunkerque à l'époque, où finalement c'était 7 jours sur 7, c'était aussi la nuit. Où j'avais des coups de téléphone pour me dire voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et à un moment, je me suis dit, mais elle est où la vie, quoi? Et étant meusien, je me suis dit, j'en ai marre d'être de la chair à canon. Donc, c'était en 2015, l'entreprise avait été créée un peu avant, mais j'ai arrêté ces boulots-là en me disant, aujourd'hui, je ne veux plus être ça. Je veux prendre le monopole de ma vie. Je veux vraiment, en fait, je suis un parent, je suis un ami avec une vie sociale,
je suis également un citoyen, j'ai envie d'être utile, j'ai vraiment envie en fait de m'engager pour moi avec mes idées, ma liberté. Et c'est comme ça qu'en fait je me suis investi donc dans mon agence de communication, les 80 degrés, où aujourd'hui nous sommes 4, des gens répartis sur tout le territoire. Alors Anne-Sophie qui est là s'en souvient, dans une autre vie, ça a été ma première cliente lorsqu'elle était à la communauté de communes du pays de Commercy. Ça ne nous rajeunit pas, Anne-Sophie. Mais clairement, à l'époque, quand j'ai commencé, lorsque je disais que je n'avais pas encore de bureau, parce qu'à l'époque, je ne voulais pas de bureau, je ne voulais pas de lieu pour travailler. Déjà, je n'en avais pas encore les moyens. Et puis, j'en jugeais pas utilité. Les gens me regardaient en fait bizarrement. Ils disaient, mais je ne comprends pas, il y a un souci. Et le Covid est passé par là. Aujourd'hui, avoir des bureaux n'est pas une nécessité. Aujourd'hui, il faut raisonner comme un département rural comme la Meuse et la Haute-Marne. Il faut raisonner aussi à l'ère de la mobilité. Julien peut en parler avec l'application Caros, à des entrepreneurs. Mais avant tout, nos salariés, il faut trouver en fait une solution pour qu'ils puissent être mobiles, aussi bien en termes de pouvoir d'achat. Ma graphiste habite Duny. Mes bureaux sont à Bar-le-Duc. Donc, qu'est-ce que je fais? Je la fais venir tous les jours en fait à Bar-le-Duc. Ça va lui prendre du temps, ça va aussi peut-être l'empêcher de pouvoir s'occuper de son gamin qui est au lycée. Enfin, il y a toute une suggestion derrière sur la vie personnelle, la vie pro. C'est des réflexions à avoir. Alors, entre-temps, bien sûr, j'ai pris le bureau, mais là, je vous le dis, depuis la semaine dernière, j'ai rendu mes bureaux. Aujourd'hui, je n'ai plus de bureau parce que je voulais en faire un lieu de rendez-vous et de réunion avec mes équipes. Et finalement, on ne se voyait jamais là à Bar-le-Duc. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de lâcher mes bureaux parce que je considère que effectivement ça peut être, alors vous en parlerez après avec l'économie fonctionnelle ou votre solution, mais ça peut être effectivement des tiers-lieux, ça peut être un café, ça peut être une visio, ça peut être chez soi. Voilà, en fait, et c'est le propre aujourd'hui du tissu économique local qui est composé en majorité effectivement de TPE, PME, je le rappelle. Il faut qu'on s'adapte en fait. Aujourd'hui, le salarié n'est plus l'agent avec cette force de travail, cette valeur de travail qu'on a connue. Aujourd'hui, le salarié, en fait, avant tout, il a une vie. Il a une vie. Et moi-même, pendant longtemps, ça faisait sourire. Mais quand j'ai repris l'entreprise, je me suis avant tout qualifié de pas patron. Parce que j'ai fait ce choix-là, c'était aussi pour que je puisse, en fait, accompagner mon gamin, le voir grandir et ne pas, dans 10, 15 ans, 20 ans, me dire « Ah bah zut, j'ai raté la vie de mon gosse, j'ai pas de lien avec lui, etc. » Enfin, la priorité, elle est là aussi. On a beau être entrepreneur, on a beau être salarié, ça a beau être le moyen qu'on a de gagner notre vie aujourd'hui, après tout ce qu'on a vécu en Meuse, et on le sait bien avec l'histoire, aujourd'hui, on a envie d'autre chose. J'aime beaucoup le terme « pas patron ». Je ne le connaissais pas, je pense que je vais le réutiliser. Mais ça montre bien également aussi que, avant tout, un individu, quand on parle entreprise, on parle chef d'entreprise et on parle humain, individu. Ça part d'un attachement au territoire. Donc, on aura l'occasion d'aborder justement l'attractivité d'un territoire, à la fois pour les entreprises, mais pour les entrepreneurs, pour qu'ils décident de créer de la richesse sur un territoire. Et avec toute l'agilité et la souplesse pour avoir aussi la possibilité d'intégrer des collaborateurs sans leur imposer un choix de territoire. Alors, certains vont commencer à être, un peu dubitatifs, parce qu'on a toujours dans des assemblées ceux qui cherchent des problèmes aux solutions, plutôt que de trouver des solutions aux problèmes. Et on va dire oui, mais le travail à distance, on ne peut pas créer d'esprit d'équipe, ça n'a pas de sens de ne pas voir ses collègues tous les jours, parce qu'on ne va pas pouvoir échanger autour de la machine à café. Voilà, on va commencer à avoir cette notion un peu de nostalgie de l'époque où on y allait tous les jours, sauf qu'y aller tous les jours, oui, c'est bien quand on travaille à deux pas. Mais c'est pas toujours facile pour de nombreux collaborateurs. Si je peux rajouter un exemple justement sur l'aspect travail, et là j'ai des gens de la chambre de commerce dans la salle, je pense à Anne là qui est dans la salle au milieu. Par exemple, je vous prends l'exemple de notre siège à Bar-le-Duc. On est en open space. Aujourd'hui, l'open space, en fait, entre les visios, les coups de téléphone, finalement, ça crée de l'inconfort. Ça crée des tensions entre collègues. Et effectivement, je m'interroge aujourd'hui sur est-ce que aujourd'hui notre bureau à Bar-le-Duc a clairement les conditions pour être efficace et même apporter de la sérénité aux salariés. Je n'en suis pas convaincu aujourd'hui. Oui, complètement. C'est vrai que les bureaux ont complètement changé dans leur physionomie. On avait effectivement les open space. Maintenant, de plus en plus, on a cette notion de open space. Des lieux où on y va parce qu'il s'y passe quelque chose. Mais faire venir un collaborateur pour qu'il envoie des mails ou passer des coups de fil à déranger d'autres collaborateurs, si ce n'est pas pour travailler en mode équipe à ce moment-là ou créer un moment festif
pour créer du lien social, aucun intérêt d'imposer des déplacements à des collaborateurs. Et dans les nouvelles organisations, donc on a beaucoup parlé de télétravail avec la Covid. Alors c'était beaucoup aussi de télétravail forcé. Il faut quand même relativiser sur le pourquoi du télétravail. Je vais juste faire une petite parenthèse, parce que c'est vraiment le sujet sur lequel nous, Relais Entreprise, on travaille depuis plus de 10 ans. Et il y a 10 ans, l'initiative Relais Entreprise, nous, était principalement motivée par rapport aux embouteillages. Bon, on n'a pas trop ce souci-là dans la Meuse, mais en périphérie de Toulouse, c'était le sujet. Et d'ailleurs, il y avait le palmarès TomTom des villes les plus embouteillées de France. Ensuite, est arrivée la Covid et on a mis en place le télétravail pour des mesures de distanciation sociale, donc des mesures sanitaires. Et forcément, le télétravail se faisait au domicile pour éviter les contaminations. Aujourd'hui, on commence à prendre du recul par rapport à la notion de télétravail à domicile, en se disant oui, mais ça mélange vie privée, vie professionnelle. Et puis, est-ce que c'est aux salariés à supporter le coût de l'immobilier alors que l'entreprise s'est déjà désengagé de la mobilité de ses collaborateurs, parce que je rappelle que dans le monde agricole ou dans le monde industriel, les employeurs allaient chercher les collaborateurs. Il y avait des navettes, et après on a vu l'arrivée des voitures individuelles dans les années 50, la périurbanisation, et puis l'employeur s'est dit, nous, je ne m'occupe pas de comment viennent les collaborateurs, ce que je leur demande, c'est qu'ils arrivent à 8h ou à 9h le matin. Ce qui se passe avant, c'est leur problème. On a quand même maintenant les plans de mobilité, parce que la question des mobilités, c'est 34% des émissions de gaz à effet de serre. Dans beaucoup de villes, on met en place les ZFE, les zones à faible émission, on a les plans de protection de l'atmosphère, des plans ozone. Et Julien évoquait la question des certificats d'économie d'énergie. Et nous, on a réussi à donner de la valeur à la non-mobilité avec ce principe et cette convention avec EDF. Et on a été plus loin puisqu'on a obtenu le label bas carbone du ministère. Et les kilomètres non effectués donc, nous permettent de vendre les tonnes CO2 à des sociétés qui veulent verdir leur image. Et donc là, on est vraiment dans l'économie de la fonctionnalité, mais ça ne marche qu'à partir du moment où on a un élément de preuve, parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait la location dans un bureau, comme nous le présentera tout à l'heure Raphaël Terrier sur nos bureaux. Et on peut aller encore au-delà, parce que quand on a parlé de télétravail, on a dit oui, mais c'est pas équitable, le maçon il ne peut pas télétravailler, l'ouvrier derrière son unité de production ne peut pas télétravailler. Et on est arrivé à des notions nouvelles, comme la semaine des 4 jours. Et je vais vous laisser à la fois présenter votre entreprise et vous avez réagi sur les réseaux sociaux suite à l'annonce de ces tables rondes et ces thématiques autour des nouveaux modes de travail. Et donc vous avez dit, nous on a mis en place la semaine des 4 jours. Donc un retour d'expérience, un peu un commentaire sur ce que vous avez déjà entendu sur les 3 premières interventions et de nous parler de votre entreprise et de retour d'expérience des 4 jours. Alors, 4 ou 3 belles interventions, en tout cas, parce que je me suis retrouvé dans chacune des 3. Donc, le monde change. Je disais tout à l'heure, en arrivant dans cette salle, ça fait bizarre. Parce que moi, je me souviens que lorsque j'avais 17 ans, 18 ans, que j'étais au lycée à Marguerite, je venais faire du foot en salle ici. Donc, on servait de cette salle comme salle de sport. Et le monde change. Cette salle en est la preuve. Cette salle en est la preuve parce qu'avant, on construisait des cinémas et les gens se déplaçaient pour le cinéma, depuis Netflix. Le monde change parce qu'avec le Covid, ou la Covid, on l'appelle comme on veut, on est passé 100% au télétravail. Moi, pendant la période de Covid, j'ai recruté des collaborateurs en télétravail. Mon entreprise est spécialisée dans les métiers du numérique, du digital. On accompagne des commerçants, des e-commerçants et sur toutes les entreprises du monde du retail. Donc, par nature, on pouvait travailler n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. On a eu le phénomène 100% télétravail. On a eu le phénomène après 50% télétravail, 2 jours à disposition pour tout le monde, sans aucune justification. Et puis on a eu un phénomène où en fait, j'ai eu un de mes collaborateurs qui est venu qui m'a dit « je ne veux plus entendre parler du télétravail. Je veux revoir mes collègues. » On est revenu dans un open space. C'est marrant. Où finalement, je me souviens d'une de mes collaboratrices à qui je lui ai dit on va prendre un bureau pour nous deux parce que c'est mon adjointe. Et elle m'a dit non, je veux rester au milieu de l'équipe. On avait besoin de revoir des gens. Et puis, par contre, on s'est vite rendu compte que l'open space, c'est pas toujours évident. Donc, je me suis vraiment reconnu là-dedans parce que dans quelques jours, moi, je vais prendre un 2e bureau, mais un bureau qui va nous servir plus pour des moments d'intimité, pour des moments où on va se poser, ou des moments où on a envie de faire une visio, ou des moments où on va pouvoir travailler à 2, ailleurs que dans l'open space.
En fait, on se rend compte que le monde change et on s'est retrouvé devant 3 problématiques. Moi, je suis dirigeant d'entreprise, mais je suis aussi professeur d'université. Et je posais la question à mes étudiants en leur disant « Qu'est-ce qui vous ferait rêver demain ?» Et on s'est retrouvé devant 3 problématiques. Confort, vie personnelle, vie professionnelle. Le télétravail, on en a marre, parce qu'on travaille plus en télétravail que lorsqu'on était au bureau. Parce que finalement, mon patron, il me donne plein de tâches, et puis tant que je n'ai pas fini les tâches à faire, bah, je continue mes tâches. Donc j'aimerais bien, à un moment donné, retrouver ma vie personnelle. On s'est retrouvé devant une deuxième problématique qui était financière. Celle-là, on ne l'a pas vu venir, mais avec le coût de l'essence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens se sont dit, bah, t'es gentil, mais revenir au bureau 5 jours par semaine, ça me pose un vrai problème. Et puis, une troisième, qui était véritablement la partie environnementale, RSE, sociétale, où finalement, il y a un phénomène, une vague de fond, on va dire, qu'on a vu arriver depuis 10 ans, 15 ans, mais là, qui est vraiment là, où les politiques RSE sont poussées un petit peu partout. Au début, c'était un phénomène de mode, et maintenant, le fait de ne pas trier ses poubelles dans les entreprises, c'est limite si vous n'avez pas un salarié qui vient vous taper derrière les oreilles, qui vous dit « Tu penses à la planète, s'il te plaît ». Voilà. Donc ça veut dire qu'on avait 3 problématiques, 3 grosses problématiques, et bon, on s'est dit, c'est quoi l'étape d'après du télétravail? L'étape d'après du télétravail, on s'est dit, on va se lancer. Allez, au début, on avait dit 2024, on lance la semaine de 4 jours. Finalement, fin 2022, on s'est dit, mais pourquoi 2024? 2023, essayons. Alors, je le disais sur Twitter et sur les réseaux sociaux il y a quelques heures, parce qu'on me demandait un retour d'expérience également sur comment s'est mis en place cette semaine de télétravail. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'aujourd'hui, personne n'y comprend rien. Vous demandez à votre comptable, il vous dit, oh, je sais pas, comment on va gérer les congés, vu que maintenant, il travaille que 4 jours au lieu de 5. Et vous demandez à votre RH, et mais finalement, comment on va gérer les horaires, les amplitudes horaires? Je sais pas, on n'a jamais vu. En fait, le vrai problème qu'il y a, c'est que du moment qu'on arrive dans un phénomène qui est nouveau, il n'y a pas de base. On s'est lancé. Et aujourd'hui, bizarrement, les gens nous redemandent du télétravail. C'est-à-dire qu'on est passé à une semaine de 4 jours avec une journée de télétravail exceptionnelle. Pourquoi? Parce que la semaine de 4 jours a permis d'avoir un meilleur confort, une déconnexion. C'est-à-dire que systématiquement, maintenant, c'est devenu une règle. OK, il va falloir agencer cette semaine sur 4 jours. Du lundi au jeudi. Alors les week-ends, c'est génial, surtout au mois de mai. C'est les semaines de 4 jours. 2-3 jours bientôt. Et donc, par contre, droit à la déconnexion. On arrive le lundi matin avec des gens je retrouve des employés qui ont la banane, parce qu'ils ont passé des vrais week-ends, qui se disent, finalement, je viens, mais je viens pour des valeurs, pour un sens. Je viens parce que finalement, je reprends plaisir à revenir travailler. Et le jeudi, avant de terminer leur travail, ils se dépêchent. Ils se dépêchent en disant, il faut à tout prix, je termine. Parce que pas question que je vienne demain, quoi. J'ai mon week-end. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu d'impact sur la productivité, même si là j'ai quelques petites alertes sur le mois de mai quand même, entre les jours fériés et la semaine de 4 jours. Mais par contre, on n'a pas vu de baisse sur la productivité. On a vu un meilleur engouement des employés, un meilleur engagement. Et puis, quatrième phénomène qu'on n'avait pas vu arriver, c'était le phénomène recrutement. Bien sûr, mon métier, il est comme beaucoup de métiers de chef d'entreprise, on a du mal à recruter. Et indirectement, moi je crois que vous allez en parler dans d'autres tables rondes, indirectement, on a vu des profils qu'on n'avait plus l'habitude de voir, qui n'avaient plus l'habitude de postuler chez nous. Tout simplement parce qu'ils se sont dit, finalement, si je travaille que 4 jours, peut-être que mes frais d'essence, il faut que je les calcule différemment. Tiens, finalement, ça va m'économiser une journée de garde des enfants, une journée de nourrice, peut-être que je vais reprendre d'autres journées. Et aussi, on a vu aussi des salariés qui postulaient chez nous et qui me disaient, le vendredi, c'est la journée pour moi. Parce que mon mari est au travail et à côté de ça, mes enfants sont à l'école. Finalement, je retrouve du plaisir. L'entreprise me permet d'avoir du plaisir à titre personnel parce que j'ai redécouvert une journée pour moi. Assez bizarre quand même. Et des choses qu'on n'avait pas du tout anticipées, qu'on n'avait pas du tout prévues en plus au passage.
Ben, merci pour ce témoignage parce que c'est innovant. On a vu effectivement les différentes organisations d'entreprises. Alors on n'a pas été chercher des entreprises américaines, on n'a pas été chercher des entreprises à l'autre bout de la planète. Alors, on a été chercher donc un observateur voisin, mais là ce sont quand même des témoignages d'entreprises de la Meuse. Merci pour ces premiers témoignages. On aura l'occasion de poursuivre les échanges et justement pour faire la transition, parce qu'on parlait comment on attire les talents. Mais avant d'attirer les talents, il faut effectivement aborder la question de la formation. Et là, une observation de ce qui se fait sur le département de la Meuse t'a également interpellé au niveau de ton observation. Tu as dit, tiens, là, sur la formation, sur l'apprentissage, l'alternance, tout ça, il y a des choses qui se passent dans la Meuse. Donc, dis-nous un peu ce que tu as observé sur la Meuse. Alors effectivement, une autre initiative qui nous a interpellés positivement quand on a discuté avec Dominique et on voyait un petit peu ce qui se passait chez vous. En fait, c'est la tradition. Depuis une vingtaine d'années, les étudiants, lors de leur diplomation, prennent la parole pour évoquer l'avenir de la jeunesse et le refus ou non de suivre les institutions. Et cette année encore, on n'y a pas échappé. Alors cette fois-ci, c'est chez vous, c'est l'université rurale de Meuse qui a attiré les feux des projecteurs avec le discours de Judith Endau qui revenait un peu sur le parcours de ce centre de formation assez particulier. Particulier à plusieurs égards. Déjà parce qu'il n'y a pas de campus, ou plutôt il y a un campus, mais c'est le département en réalité. Vous voyez à droite, et puis on va le voir peut-être encore mieux juste après, ce campus, c'est le département. Et c'est une formation qui se remet à plat tous les 5 ans. Tous les 5 ans, les étudiants qui font partie du conseil d'administration de cette université se réunissent avec les entrepreneurs du territoire et se posent la question, c'est quoi les métiers d'après-demain, c'est quoi les métiers auxquels je veux véritablement être formé, et redéfinissent le contenu et la matière de cette formation. Alors évidemment, c'est limité à un petit nombre d'étudiants, vous le savez, 200 étudiants, c'est pas beaucoup. Je sais que ça crée à chaque année des frustrations, parce que vous ne pouvez pas toujours envoyer vos enfants dans ce centre de formation un peu exceptionnel. Alors tous n'ont pas non plus des super scores aux jeux vidéo, parce que ça fait partie des éléments d'entrée, des capacités dans les jeux vidéo les plus récents, dont on a démontré finalement qu'ils étaient plus discriminants que la réussite du bac dans la capacité à poursuivre une carrière entreprenante par la suite, et donc qui est devenu un des critères d'entrée de cette université. Alors, université appelée ainsi, je pense, de manière toujours un peu provocatrice, un peu ironique. Alors, il y a 10% de non-meusiens dans ce centre de formation. On a toujours la même problématique. Plus le territoire est attractif, plus on donne envie d'aller chercher des gens à l'extérieur. Mais vraiment, la vocation de cette université, ce pourquoi a été pensé, pourquoi elle implique autant les lycéens en sortir de formation, c'est que l'enjeu, c'est l'attachement au territoire. C'est comment je donne du sens à mon projet professionnel pour un territoire dans lequel j'ai envie de m'inscrire. Alors, on a une vingtaine de pourcents de participants à cette université, rappelait Judith dans son discours, vous le recevrez, vous le lirez, mais qui ont voyagé, qui ont parcouru le monde, mais qui savaient qu'en revenant, ils allaient participer à un de ces cycles de formation de 5 ans, parce que comme ça, ils étaient moteurs et porteurs d'avenir pour le territoire. Alors, je ne résiste pas, je cite quand même ces mots d'introduction de son discours. Alors, elle dit merci à l'Université rurale de la Meuse, merci pour cette brillante initiative qui a fait de nous les étudiants pas comme les autres, pionniers dans le défrichage d'un territoire. Le département entier a été notre campus et sincèrement, ça nous a vraiment fait du bien. Ça a donné du sens à ce que nous étions en train d'étudier. Alors pour Mila, c'était la blockchain des protéines de synthèse. Pour Evan, c'était les processus de transformation de la filière bois. Pour Ibiza, la création de fibres de laine en synthèse bio. Et pour Paul, les nouveaux procédés de traitement du métal de construction. Et encore d'autres au sein des 23 formations initiées par l'université qui sont aujourd'hui autant de débouchés pratiques et réels pour nos premiers pas dans la vie active. Donc c'est vraiment cette capacité à saisir des métiers, alors là je cite des métiers assez classiques, aujourd'hui c'est assez banal de travailler dans ces opérations, mais qui à un moment donné ont émergé et le territoire a su s'en saisir en associant les entreprises et les formations. Alors bien sûr, tout ça adossé à Meustim, qui est l'incubateur de l'université basé près de la gare TGV, qui est
un incubateur assez reconnu aujourd'hui de ces entreprises innovantes. Alors on en cite un certain nombre. Moi, une de mes préférées, c'est Whistle Pro de Matteo Peretti, hein, qui est aussi un peu marqué par sa participation dans le monde du football, qui avait développé une application, une puce intégrée chez les arbitres pour pouvoir justement contrôler les erreurs d'arbitrage dans les matchs et qui effectivement aujourd'hui est de plus en plus utilisée par la fédération. Et bon, sa victoire à l'émission de télé-réalité Le Nouvel Entrepreneur a mis en lumière le département, et ça aussi c'est quelque chose d'assez remarquable. Alors le modèle n'est pas parfait, c'est évident. Notamment au niveau des compétitions sportives, les résultats de l'université sont assez médiocres dans les compétitions interuniversitaires. La raison à la difficulté de se réunir du fait de l'éclatement du campus pour s'entraîner collectivement. Mais ce petit bémol mis à part, ce qui ressort véritablement, c'est quand même une formation qui a su être pensée par et pour les gens formés avec les entreprises. Et ça, pour nous, chez Making Tomorrow, on est très fiers d'être des docteurs en anthropologie, en économie. On se rend compte que en fait, on n'est plus du tout en prise avec le monde de la formation. Ce qu'il nous faut, c'est des gens qui sont agiles et qui savent faire, et pas des gens qui savent lire des bouquins et réfléchir. Et ça, c'est vrai que pour nous, à titre personnel, ça nous a pas mal remis en cause. Merci Olivier. Donc là, on s'est projeté dans le monde effectivement de la formation. Et ça nous permet d'introduire cette deuxième table ronde. Et je vais inviter Jean-Christophe Velin, Étienne Fernandez et Christophe Delègue à nous rejoindre sur donc cette table ronde. Effectivement, là aussi, on a utilisé le terme sens. Dans quel sens doit-on orienter la formation des jeunes? Je vais effectivement laisser le soin à tout le monde de s'installer. Et surtout avec une première question à Jean-Christophe Velin. Parce que d'ailleurs, quand on avait préparé cette table ronde, vous m'avez évoqué, et on ne s'était pas concerté avant, et je ne savais pas que la fiction allait traiter des résultats sportifs. Vous me disiez justement, et vous allez vous présenter, vous êtes à la fois proviseur, mais vous êtes aussi président du Greta, donc vous avez une double casquette et donc une bonne vision de quelque part toute la chaîne de valeur de la formation. Et pas que la formation des jeunes, même si là on parlait plus précisément de la formation des jeunes, et c'est un point important, notamment pour les entreprises, de savoir s'ils peuvent garder des compétences sur le territoire, et pour les familles aussi de pouvoir garder les jeunes au plus près de leur famille, et de ne pas faire que ce que j'ai fait moi dans les Ardennes quand j'ai eu 18 ans, où j'étais ravi de dire aux Ardennais salut les cassos, moi j'ai réussi ma vie, je quitte les Ardennes. Et aujourd'hui finalement je regrette, parce que finalement on se rend compte que c'est l'inverse, c'est celui qui est à Paris, c'est oh mon pauvre, t'es à Paris, t'as loupé ta vie. Donc Jean-Christophe, justement, comment vous réagissez par rapport à cette fiction, et puis parlez-nous de ce que vous mettez déjà vous en place pour créer cette vie d'étudiant. Écoutez, en tout cas, moi, j'adore la fiction. Elle me convient parfaitement. C'est pas toujours évident à mettre en œuvre, mais en tout cas, on va voir qu'à travers les expériences, il existe déjà des choses qui se mettent en place. Mais en tout cas, la fiction, moi, me convient très bien. Le premier point, et là, c'est au titre de ma casquette de proviseur du lycée Marguerite, je dirais que j'ai deux maîtres mots que j'essaie de porter en direction des équipes et des partenaires avec qui nous travaillons. C'est l'accompagnement et la sécurisation des parcours de formation des élèves. Pour moi, c'est vraiment un maître mot. Parce qu'aujourd'hui, sans parler du décrochage scolaire à n'importe quel niveau que ce soit, ce qui est important, c'est de pouvoir mieux accompagner et sécuriser les parcours de nos jeunes. Aujourd'hui, le mot sens est revenu à plusieurs reprises autour de la première table ronde. J'adhère totalement, effectivement, à ce terme, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, parfois, sont en perte de sens aussi par rapport à la formation. Ils sont davantage dans la recherche du résultat, avec une réforme du bac qui les enjoint, je dirais, à faire des choix qui ne sont pas forcément ceux auxquels ils aspireraient, qui sont davantage liés aux résultats plutôt qu'à leurs vraies aspirations en termes de formation. Et ça, je crois que c'est un point important, et c'est en ce sens que je dis que l'accompagnement doit être renforcé en direction de nos jeunes. La sécurisation des parcours, aujourd'hui, on a cette opportunité grâce à la transformation de la voie professionnelle, mais aussi de l'apprentissage, où aujourd'hui, et là je prends ma casquette de président de Greta, c'est que nous sommes Greta CFA.
centre de formation des apprentis. Et ça nous a permis, sur un territoire comme le département de la Meuse, de pouvoir sécuriser les parcours d'élèves, de jeunes qui ne trouvaient pas forcément de lieu d'accueil dans les entreprises pour leur formation. Donc on a un réseau de partenaires très développé sur le département de la Meuse. Nous avons pu largement développer cet outil. À titre d'illustration, 0 apprenti en 2019, on est aujourd'hui à 150 apprentis. L'idée, c'est pas de faire du chiffre, c'est juste pour donner une idée. Et l'idée, c'est pas d'aller bien au-delà. Mais quand je parle de sécurisation, c'est qu'aujourd'hui, un jeune qui va en apprentissage, il faut savoir aussi que c'est quelque chose de plus compliqué, plus complexe pour lui, plus exigeant qu'un élève qui est en formation initiale scolaire. Et c'est en ça que nous devons sécuriser leur parcours, parce que nombreux de jeunes aussi ne se retrouvent pas forcément dans l'apprentissage. Ce n'est pas ce à quoi ils attendaient non plus, et rebasculent vers la formation initiale scolaire. Et en termes de sécurisation, notre offre de formation, notre tissu de formation sur le territoire nous permet d'accueillir ces jeunes et de les remettre dans le circuit de formation. L'autre niveau, là, on est sur la formation initiale SCO, et donc on reviendra après sur les parcours de nos jeunes. C'est également la formation tout au long de la vie. Parce qu'on parle de nos jeunes, mais il y a aussi les salariés, il y a aussi le retour en formation que nous devons développer. Et là, au titre du Greta, on a une véritable expertise. J'ai les collaborateurs dans la salle qui en parleraient bien mieux que moi. Mais en termes d'ingénierie de formation, on sait monter des process de formation en réaction, en réactivité, en demande de besoins du territoire. Et c'est ce qu'on espère pouvoir encore développer demain. Alors, peut-être, et c'est là où la fiction me convient parfaitement, c'est qu'effectivement, le tout présentiel n'est pas forcément la panacée demain. Alors, je vais quand même faire abstraction ce que j'appellerais du pré-bac, hein, c'est-à-dire jusqu'au lycée, jusqu'à la terminale, où on sait qu'il y a un parcours scolaire qui est attendu. En revanche, sur des formations post-bac, et je vais prendre à titre d'illustration un partenaire avec lequel nous travaillons bien, c'est le CNAM, avec le hub des compétences qui s'installe sur Verdun, grâce à une politique voulue locale, et Stéphanie Heured est ici présente. Je trouve que le principe d'adossement ou d'hybridation des formations est un modèle qui me convient bien et que j'aimerais développer davantage sur des formations. L'hybridation, c'est qu'une partie de la formation se fait en visioconférence, c'est-à-dire que les jeunes sont dans une salle avec un accompagnant en local, et la formation, le maître de conférence ou l'universitaire se trouve à Reims, Nancy ou Metz et dispense son cours par visioconférence. L'adossement, et à d'autres moments, il y a des regroupements, soit les apprentis ou les apprenants sont regroupés sur Metz, Nancy ou Reims en fonction du lieu de formation, ou le maître de conférence ou l'universitaire vient à la rencontre des jeunes. L'adossement, on est en tout distanciel. Ça marche aussi, mais ça demande un accompagnement fort en local. C'est pour ça que moi, cette histoire de hub me convient bien, parce qu'on peut délocaliser à l'envi. Aujourd'hui, on peut créer de la formation sur tous les territoires. Ouais, c'est un peu la notion des campus connectés, c'est des Finov, c'est effectivement tous ces appels à projets portés par le gouvernement avec des mesures d'incitation à identifier des lieux, mais qui convient aussi à certains profils et avec tout un accompagnement nécessaire pour ne pas laisser les jeunes livrés à eux-mêmes et qui est aussi tous ces partenariats qui se font. Alors, à titre d'illustration, des Finov, je viens de signer la charte, la convention ce matin, puisqu'on va être dans ce tiers-lieu qui va être à Commercy avec le CCRC, et c'est porté par le Greta Lorraine Ouest, donc notre organisme. On va travailler avec Safran Albany sur un premier pôle de développement. Merci. Et vous y avez utilisé un terme qu'on utilise de plus en plus, qui est le terme d'hybridation. On parlait de tiers-lieu. C'est quoi un tiers-lieu ? C'est indéfinissable parce que c'est à la fois une médiathèque qui peut être un Fab Lab, qui peut être un espace de formation. Et ce terme hybride, il fait peur parce qu'on aimait avant, alors on n'était pas dans l'économie de la fonctionnalité justement, avoir une étiquette collée à un bâtiment ou à un métier. Hein. On parlait tout à l'heure de multi-employeurs, mais on peut avoir aussi des salariés qui ont plusieurs casquettes. Et quand on avait par exemple un éleveur restaurateur, on se dit mais il est quoi ? Il est éleveur ou il est restaurateur ? Et on n'aime pas effectivement quelque chose de hybride. D'ailleurs, l'hybridation, ça renvoie à un animal emblématique qui est le centaure. Le centaure était mi-homme, mi-cheval, et c'était noir, sombre, belliqueux, avec un arc. Donc ça fait peur, l'hybridation. Donc cette notion d'hybridation, effectivement, sur la formation, sur des lieux, sur des multilieux,
Mais qui dit multilieu dit aussi capacité à héberger. Alors, en préambule, on a eu un sujet sur le logement. Et puis là, on va sortir un peu du monde de la Watt, un peu du cool. On se fait plaisir, on a des belles histoires qui se racontent. Puis on va rentrer un peu dans le vif du sujet, sur un sujet un peu sensible, surtout en ce moment, les taux d'intérêt, la construction, les coûts de construction, les mal logés, la précarité énergétique. Et je l'évoquais tout à l'heure dans mon ambition, sûrement un peu dévorante, de rendre la France équidance. Qui dit rendre la France équidance, et d'éviter les nouvelles centralités. Quand j'ai créé Vivre au Vert, c'était en réaction à cette envolée de moineaux, de pigeons parisiens vers des territoires plus ruraux. On se disait c'est l'exode urbain. On a connu l'exode rural et là on se dit c'est l'exode urbain et les territoires ruraux retrouvent de la couleur. Et on s'est dit, nous, il ne faudrait pas que ça crée des nouvelles centralités. Que tout le monde aille à 7 parce qu'il y a le feuilleton Demain nous appartient et on se dit, ah, c'est super, 7, ça a l'air d'être mignon comme tout, on va aller s'installer à 7. Et pour se rendre compte qu'on va sur des territoires dans le sud de la France où les élus, les maires, gèlent les permis parce qu'ils ne sont plus capables de délivrer de l'eau courante et de l'eau potable pour tout le monde. Donc, et de se dire, ben voilà, aujourd'hui, c'est quoi l'attractivité? On en parlera lors de la 3e table ronde. C'est quoi l'attractivité d'un territoire? Mais c'est cette capacité à bien loger la population et les jeunes ou les moins jeunes. Et c'est là où on va parler logement et qui fait quoi et pour qui, et notamment en lien avec les entreprises, puisqu'on a eu des témoignages d'entreprises. Donc allez, Monsieur Fernandez, je vous laisse. Je suis censé faire rire la salle parce qu'avec une introduction comme ça, c'est compliqué. Ça va être compliqué, mais on aura aussi après la vision plus de l'État aussi sur le sujet du logement et du qui fait quoi. En fait, en introduction quand même, j'aimerais réagir sur le menton. Voilà, pardon, voilà. Tout près. Oui, réagir quand même sur la fiction. Alors la formation, c'est pas mon sujet, moi c'est vraiment l'habitat, surtout le bâti, ouvert récemment aux questions de logement, c'est-à-dire aux personnes qui sont dedans. Voilà, on essaye d'être logique. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est que vous avez dit 90% des personnes étaient des Meusiens. Moi, ce que je constate dans les chiffres, en fait, on fait un grand diagnostic de l'habitat, du peuplement, c'est qu'on a un territoire, je ne vous apprends rien, hein, c'est pas là qu'on va rigoler, c'est sûr, mais on a un territoire vieillissant, on a de moins en moins de jeunes, ils partent faire leurs études, on en a quand même qui restent sur place. Et en effet, il y a un intérêt à ce que le logement ne soit pas un frein pour garder les jeunes sur le territoire, mais aussi pour accueillir les gens. Alors vous parlez d'hybridation, alors moi c'est beaucoup plus simple, je vais parler de souplesse déjà. Le logement, c'est quelque chose d'hyper rigide, c'est-à-dire on a un bail, c'est telle durée, c'est très... Il y a beaucoup de lois vraiment qui rigidifient le logement. On ne peut pas faire sortir le locataire du logement, etc. etc. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Nous, c'est un sujet qu'on aborde via le logement des jeunes. Aujourd'hui, on a beaucoup de logements qui sont en ruralité, avec des personnes âgées. On a du locatif qui est essentiellement dans les centralités. Et on a du parc essentiellement ancien, si je caricature. On a des endroits qui sont plus ou moins à l'abandon, ou qui sont voués à l'être, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore l'attraction, l'intérêt trop éloigné des emplois, trop mal desservi par les routes, ou peu importe. Voilà. Mais on a aussi des endroits où il y a zéro logement inoccupé, où il y a de la demande. Et c'est là-dessus en fait, qu'il y a quelque chose d'assez compliqué quand on travaille sur le logement meuble, c'est qu'on doit faire comprendre qu'il y a des besoins, mais qu'on n'arrive pas à y répondre alors qu'on a plein de logements vides. Et c'est là-dessus que le sujet, si je reviens à la question du diagnostic, est essentiel. C'est-à-dire on est plusieurs à travailler sur le sujet. Et en fait, à partir du moment qu'on n'a pas une idée claire de quels sont les besoins, etc., c'est très dur de toucher des investisseurs, de leur dire, ben voilà, il y a un bâtiment, nous on le connaît, il est vide, on peut en faire telle et telle chose. Pourtant, aujourd'hui, l'investisseur, il va dire, ouais, mais moi, je suis plutôt confronté à des impayés, je suis plutôt confronté à des gens qui viennent ou qui ne restent pas, ou qui m'ont dégradé le logement. Donc, on est vraiment sur un manque de vision partagée à mon niveau. Peut-être que c'est ailleurs, hein, j'ai entendu des choses qui se faisaient, donc on reprendra contact. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, faire en sorte que le logement soit au bon endroit, dans le bon format, c'est-à-dire la taille, économie d'énergie. Tout à l'heure, j'ai noté, c'est assez rigolo, le logement sur mesure. Dans la définition qui a été donnée, c'était pas cher en électricité, un prix
cohérent et où on peut bien s'alimenter. Donc ça parlait de cuisine. C'est vrai que la cuisine, c'est quelque chose que recherchent les gens. Aujourd'hui, le sujet de la Meuse, on est loin de ça. On est vraiment très loin de ça. On est sur comment faire en sorte que, en limitant évidemment les extensions urbaines, etc., on puisse restructurer notre bâti, qui est très typique, qui a un certain charme, qui a été défiguré à certains endroits. Donc il y a des villages qui aujourd'hui sont peu attractifs parce que quand on se balade, c'est un panachage de différentes époques. Il y a des villages qui ont gardé leur âme, etc. Donc on a quand même du potentiel. Mais après, il y a les sujets, comment on intervient sur ce bâti ancien, qui intervient, parce que c'est ça aussi, les logements, c'est pour qui, quand on est dans la sphère du privé, on va dire, bon ben... On est une entreprise, on cherche des apprentis ou des stagiaires, bon, ben, ils vont chercher par eux-mêmes. Je caricature, c'est pas comme ça que ça se passe, mais ça peut se passer comme ça. Et on l'a vécu, nous, en interne, sur cette difficulté de loger quelqu'un qui vient de l'extérieur, mais ça peut être le cas de l'intérieur. C'est-à-dire, on a des parents qui vont faire les 1 heure de trajet aller-retour pour déposer l'enfant qui fait son stage, louer en Meuse, etc. Donc, on voit bien qu'un logement correspondant, accessible et surtout, le dernier point, avec un mode de gestion, si je peux parler en gros mots, hein, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit un logement meublé, c'est-à-dire quelque chose qui soit de courte durée, quelque chose qui soit adapté. On parle de la colocation, mais ça n'a pas tellement pris sur le territoire en fait. C'est vraiment les 3 points qui font que si on veut garder les jeunes en Meuse, mais aussi en faire venir pour qu'ils fassent leur vie sur place, c'est-à-dire après pour les fixer sur le territoire, il y a quand même cet enjeu de pouvoir tout de suite dire, quand ils vont regarder sur le bon coin, ils vont voir les photos, oula, est-ce que je veux aller habiter en Meuse ? Il y a ce sujet-là aussi. Qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui ? C'est aussi ce que les gens ne veulent pas. Donc il y a besoin de produire cette offre adaptée. Et pour ça, je pense que ce n'est pas que le sujet des collectivités. Je dis ça parce que je suis une collectivité. Mais on a tous à partager quand même ce besoin déjà dans un premier temps. En tout cas, bon, on voit bien que ce sujet du logement, alors on parlait de la formation, mais tout à l'heure on parlait aussi des entreprises, de l'attractivité des entreprises, de la capacité à attirer des talents. Alors on a vu les nouvelles organisations du travail qui permettent d'attirer des talents, mais il y a aussi effectivement la question de comment on va loger ces futurs collaborateurs. Et pour passer la parole à Christophe Delegue, donc c'est peut-être cet alignement de planète, ou dans tous les cas cet alignement de vision entre les besoins des entreprises, les réalités du territoire, un peu le stock de foncier, le stock d'immobilier, parce qu'on a aussi la contrainte des zéro artificialisation nette. Et combien de villages ont préféré créer des zones pavillonnaires que de réhabiliter pour des contraintes environnementales ou de coûts, tout simplement, hein, d'équilibre économique, où c'est plus coûteux de réhabiliter que de construire en partant d'une feuille blanche. Justement, au niveau de votre fonction, au niveau de la vision que vous pouvez avoir de cet acronyme direction départementale, et vous allez poursuivre la suite sur l'emploi et toute la vision territoriale, vous, votre vision, et justement par rapport aux entreprises et cet alignement de planète entre besoins des entreprises et les collectivités locales et les autres opérateurs privés, en fait, qui doit faire quoi? Alors, je sais pas, on m'entend, oui. Je sais pas si c'est à moi de faire rire après Étienne. Ouais. C'était bien tenté en tout cas. Oui, donc moi je suis chef de pôle à la direction départementale de l'emploi et du travail, des solidarités et de la protection des populations. Chef du pôle emploi, économie, entreprise. Alors, on a parlé de l'apprentissage, je pense que c'est quand même, alors il est cité, alors peut-être rebondir au diagnostic en 2045. Se dire que donc il y a une, pour rappel, hein, il y a une réforme de l'apprentissage qui intervient fin 2018. Pour vous donner un exemple, et je pense que ça rejoint un peu les propos d'Étienne, c'est qu'en 2020, on a en Meuse 877 apprentis. J'ai fait le compte ce matin parce que je me suis dit je vais arriver avec des chiffres un peu frais. Hein. On est aujourd'hui à 1335 apprentis en Meuse. C'est-à-dire qu'on a, en tout cas, l'évolution des contrats d'apprentissage en Meuse entre 2020 et 2023, c'est plus 52%. Sur une cible qui est annoncée par le gouvernement, puisqu'on est à peu près, alors de mémoire, à 750 000 contrats au niveau du territoire national, et on a effectivement une cible à plus d'1 million de contrats, ce qui fait encore une augmentation de 25%, si mes souvenirs mathématiques ne seraient pas trop mauvais, ce qui nous ferait à peu près,
un atterrissage en Meuse pour 2025, et je ne parle pas de 2045, hein, où on serait à 1700 effectivement contrats d'apprentissage. On voit par exemple que là, je parle de la campagne 2022-2023 qui n'est pas complètement close, même si on sait que voilà, on fonctionne toujours hein, sur les premiers mois de l'année. Donc, ce qui veut dire que par an en Meuse, actuellement, on a plus de 400 contrats d'apprentissage en plus de ce qu'on avait en 2020. C'est quand même pas anodin sur les jeunes apprentis qui sont accueillis dans les entreprises. Autre information quand même importante, plus de 60% de ces contrats d'apprentissage correspondent à des formations post-bac. C'est un élément important dans la typologie des publics qui aujourd'hui sont accueillis, niveau bac et post-bac. 40% effectivement infra-bac. Ça aussi, il nous semble que c'est un élément important à regarder sur la manière dont on va demain effectivement pouvoir accompagner, comme il était dit auparavant, effectivement ces jeunes sur nos territoires. Alors, Étienne le disait, comment aujourd'hui... Le point central, en tout cas au titre de l'État, qui nous semble aussi important à regarder, c'est bien sûr ces conditions d'accueil de ces apprentis. Alors, on parle bien sûr du logement, et c'est toute l'ambiguïté que relevait effectivement Étienne sur ce sujet-là. C'est qu'on a aujourd'hui toute une série de projets industriels qui ne sont pas forcément dans les centres urbains, qui sont peut-être éloignés, hein, parce qu'ont été créées des zones d'activité, parce qu'un certain nombre d'entreprises sont effectivement, on va dire, à la grande périphérie hein, de Verdun et Bar-le-Duc, aussi parce que plus de 70% de ces contrats d'apprentissage sont dans des entreprises de moins de 50 salariés. On disait tout à l'heure, effectivement, que le tissu meusien est majoritairement un tissu TPE-PME. On le retrouve dans ces contrats d'apprentissage. Donc, cette question de où sont effectivement accueillis les apprentis, comment ils sont accueillis en entreprise, avec tout ce qui va derrière, on parle du logement, on pourrait parler effectivement des tuteurs, enfin, il y a toute une série de sujets qui sont effectivement importants à regarder. Et encore une fois, accueillir plus de 400 apprentis en Meuse en plus depuis 2020, ce n'est pas anodin dans la manière dont on va amener à réfléchir ces questions de l'accueil effectivement et de l'accompagnement. Et puis, peut-être simplement se dire que a été annoncé la semaine dernière par le président de la République, effectivement, alors je ne vais pas rentrer dedans, je pense que vous l'avez tous en tête, la réforme des lycées professionnels, mais on a bien entendu effectivement aussi l'augmentation de plus de 50% des temps d'accueil et de stage en entreprise. Ce n'est pas anodin non plus dans l'impact que ça va avoir sur les conditions d'accueil. Donc il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place. L'apprentissage en Meuse, au même titre qu'au niveau national, a connu un bond, et un bond aussi, alors à la fois en quantité. Encore une fois, j'insiste, mais je pense que c'est important, 400 apprenants en plus, alternants en plus en Meuse, rien que dans l'apprentissage, ce n'est pas anodin. On va avoir un renforcement, effectivement, et surtout, effectivement, des formations qui sont d'un niveau supérieur au bac. Donc, on a là... On va dire, et je rejoins un petit peu l'interrogation qui a été donnée tout à l'heure, c'est-à-dire comment on sécurise effectivement des parcours, comment on sécurise des accueils, comment effectivement on amène encore plus de jeunes effectivement sur ces formations-là. Pour nous, effectivement, aujourd'hui, peut-être que le sujet tel qu'il est posé, principalement, c'est sur ces conditions d'accueil, et les conditions de logement nous semblent effectivement un enjeu important. Hein. On voit qu'en milieu rural notamment, où on a aujourd'hui sur une partie effectivement des projets de développement économique assez importants, on peut se poser la question de comment ces entreprises vont pouvoir demain accueillir des alternants, voilà, avec une typologie de logement qui n'est pas forcément adaptée. Merci, c'est un sujet important parce que on voit bien qu'on a évoqué les aspirations des citoyens, des actifs par rapport à des métiers qui ont du sens. On a évoqué la question du logement et donc de savoir qui a la main sur cette notion de logement. Est-ce que ce sont les collectivités? Est-ce que ce sont des mesures d'incitation ou les acteurs de l'immobilier traditionnel? C'est ce triptyque, mais qui finalement renvoie à chaque fois aux besoins de l'entreprise. Et à un moment ou à un autre, ce dialogue et cette vision qui doit être partagée entre la stratégie d'une entreprise, sa projection des croissances et de besoins de main-d'œuvre, de quelle typologie de main-d'œuvre, combien et comment cette main-d'œuvre va effectivement pouvoir se loger sur le territoire. Je fais juste le parallèle avec une action qu'on mène actuellement avec Action Logement autour du ce qu'eux ont appelé le corpo working, l'acronyme étant un bureau près de chez moi. Autour de Toulouse, Action Logement déploie en concertation avec les entreprises et avec la métropole de Toulouse, on a réussi à faire signer
par préfet de région, présidente de région et président de Toulouse Métropole, un courrier adressé aux 50 plus gros employeurs de la métropole pour leur dire, c'était courageux, réduisez vos surfaces de bureaux dans la métropole au profit de la pratique du télétravail dans des bureaux déportés, là où habitent ou habiteront demain vos collaborateurs, pour résoudre la problématique des 500 000 déplacements quotidiens supplémentaires en 2025 sur l'aire métropolitaine de Toulouse. 15 000 nouveaux habitants chaque année sur Toulouse, donc 500 000 déplacements quotidiens supplémentaires en 2025. Et la nouvelle rocade de Toulouse n'est toujours pas en construction, et tant mieux, parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de Zahavi, où tout temps gagné en mobilité est réinvesti en mobilité. Et construire une nouvelle rocade, c'est comme desserrer un cran de son ceinturon pour prévenir de l'obésité. Bah oui, on accompagne l'obésité, mais on ne résout pas la problématique de l'attractivité des territoires. Pourquoi j'en parle? C'est que là, on a une initiative qui consiste à dire on va résoudre une problématique de collectivité, d'infrastructure, en impliquant les entreprises par rapport à leurs besoins et leur façon de s'organiser, et notamment d'organiser leur travail, donc d'où la notion de télétravail, où ils ont aussi, et je prends un autre exemple parisien, donc c'est très urbain comme exemple, ça ne parle pas forcément au département de la Meuse, mais sur le logement, on voit bien effectivement là où je veux en venir, c'est de dire oui, les entreprises doivent à un moment ou à un autre discuter davantage avec les collectivités pour justement que tout le monde ait la même vision de là où il faut arriver et qu'il n'y ait pas ce décalage, parce qu'à un moment ou à un autre, l'entreprise ira ailleurs. S'il n'y a pas les apprenants, les personnes formées, s'il n'y a pas la capacité à accueillir des nouveaux collaborateurs, ben, l'entreprise ira ailleurs. Pourquoi une entreprise vient sur un territoire? C'est souvent parce qu'il y a de la compétence, hein, la matière première ou de la compétence, hein, ou des clients, mais c'est un autre sujet. Donc, on voit bien effectivement cette notion de communication à avoir avec les entreprises pour avoir une meilleure capacité à se projeter. C'est un peu l'exercice qu'on fait cet après-midi. Et on parle aussi, et ça va être la thématique de la 3e table ronde. En tout cas, merci encore hein, pour votre intervention. Et on va passer à la 3e table ronde. Mais cette table ronde, elle est importante parce qu'on va parler de territoire heureux. Qu'est-ce qu'un territoire heureux? Alors, je serais tenté de dire, un territoire heureux, c'est quand il y a des heureux événements. Hein, et qui dit heureux événement dit naissance. Hein, et là, Olivier, tu as remarqué effectivement que sur le département de la Meuse, il y avait une attention particulière à cette notion de naissance, parce que vivre sur un territoire, c'est aussi faire en sorte qu'il y ait des nouveaux Meusiens qui naissent, et puis c'est la question de la santé aussi. Hein, et donc tu as vu là des initiatives intéressantes que tu vas nous évoquer. Exactement. Alors, une dernière initiative, à nouveau, j'enfonce des portes ouvertes, mais ça permet de se rafraîchir un peu l'esprit sur les ruptures du moment. Donc, Magazine de la Santé qui revient sur ce chiffre un peu paradoxal, hein, qui est que finalement, c'est en Meuse que naissent le plus d'enfants en France. Hein, vous le savez, sur les 650 000 naissances, un tiers les naissances ont été pilotées depuis la Meuse, parce qu'évidemment, les gens ne naissent pas en Meuse, mais par contre, les professionnels de la santé opèrent à distance depuis la Meuse. Et ça, c'est vraiment la rupture extraordinaire que le département a su mettre en œuvre récemment. Alors, l'idée était assez simple, hein, bien sûr, de l'investissement dans la santé, la télémédecine à distance, c'est une pratique importante, fondamentale même. Mais là, la force du département était de dire on va renverser ce principe, hein, plutôt que de faire opérer au sens large hein, des professionnels de la santé vers la Meuse à distance, eh bien, pourquoi pas devenir les spécialistes de la santé à distance, mais en étant nous-mêmes les acteurs de cette santé. Et donc effectivement, aujourd'hui, si vous avez autant de réseaux d'EHPAD qui sont labellisés Meuse un peu partout en France, c'est pas parce que ils ont l'esthétique et le look des maisons meusiennes qu'on a évoquées tout à l'heure, mais parce qu'ils sont pilotés à distance par des professionnels de la santé qui sont venus s'installer dans le département, eu égard aux conditions de bien vivre hein, qu'on a évoquées tout à l'heure avec logement sur mesure, et qui, du coup, garantissent la qualité d'opération à distance. Alors, je cite la directrice du département du service santé, hein, donc directrice du service santé, pardon, pour moi c'est dans la salle, elle m'excusera, Audrey Da Silva, qui disait, voilà, nous avons opté pour un choix radical, devenir un territoire à la pointe de l'expertise médicale avec peu d'intervenants, mais les meilleurs dans leur domaine. La digitalisation des données, l'opportunité d'intervenir techniquement à distance sans erreur humaine, le développement des doubles numériques via le métaverse, la robotisation des interventions ont été des facteurs clés de réussite.
Nous avons fait le pari de la chirurgie gynécologique et obstétrique dès lors que le docteur Philippe, qui est un Meusien d'origine bien connu d'entre vous, nous a présenté un projet ambitieux et cohérent qu'on a pu combiner donc au programme IMEUS Santé, décidé concomitamment. Et donc, concomitamment, pardon. Et donc c'est bien cet adossement de la nouvelle technologie avec cette pratique de la santé à distance qui a permis ces chiffres absolument spectaculaires et qui font qu'aujourd'hui, si comme moi, quand vous traversez le département pour venir vous rejoindre, vous croisez dans un corps de ferme une dame un peu âgée tenant un objet attaché à son cou, n'ayez pas l'aider, elle n'est pas en train de solliciter de l'aide à distance, hein, comme on avait encore l'image avant, elle est plutôt peut-être en train de s'occuper d'un enfant de l'autre côté de la France dont elle gère en tant que nourrice, e-nourrice, de bien vivre à distance. Et ça, c'est vraiment la force d'un territoire qui a réussi à renverser finalement la donne en devenant acteur numéro 1 de la santé, et ça méritait à nouveau d'être souligné. Alors, c'est pas si une fiction que ça, parce que la Meuse est quand même à la pointe hein, sur l'e-santé. Il y a eu encore de beaux articles hein, dans la Tribune que j'ai relayés pas plus tard qu'avant-hier hein, sur de belles initiatives. Et je vais appeler pour la 3e table ronde, justement autour de ce territoire heureux, 3 intervenants. Guillaume Gigant, donc directeur adjoint de l'agence d'attractivité. Donc Raphaël Terrier, entrepreneur engagé à double titre et pour qui la santé et le care hein, a du sens. Et celui que je ne présente plus, Julien Didry, que je garderai après pour la conclusion. Mais avant la conclusion, je vous laisserai un temps de réaction. J'aurais pu vous faire un temps de réaction entre les 3 tables rondes. Je vous laisserai réagir avec tout ce qu'on a pu se dire cet après-midi. Et là, on va revenir sur l'attractivité d'un territoire, un territoire heureux. J'évoquais tout à l'heure le fait que le marketing territorial, tout le monde veut en faire, hein, plus ou moins avec des moyens importants. Est-ce qu'il faut attirer pour attirer? C'est quoi en fait l'attractivité d'un territoire? Voilà une excellente question. C'est bon? Ça marche? Très bien. C'est une très bonne question parce que ça dépend du territoire. Et la question aussi est marrante. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un territoire heureux? Est-ce que c'est forcément un territoire attractif, un territoire heureux? On pourrait en débattre longuement. Dans mon boulot, je me rends compte que... Alors moi, je suis directeur adjoint de l'agence d'attractivité Meuse Attractivité. Je m'occupe plus particulièrement du développement touristique et du marketing territorial. Et ce dont je me rends compte, c'est que on travaille sur un territoire, donc la Meuse, qui n'est pas la Côte Basque, qui n'est pas les Alpes, qui n'est pas une grande métropole comme Paris. Et donc la manière dont moi j'ai de travailler l'attractivité ici, c'est pas du tout la même que quand on va travailler sur un territoire qui a d'autres atouts et d'autres faiblesses. Donc déjà, il y a vraiment un débat à avoir là-dessus. Et l'attractivité du coup, et comment on la travaille, elle va être très protéiforme selon le territoire. Et à la création de l'agence, qui est encore un bébé, hein, puisque la création de l'agence d'attractivité par rapport à des agences très anciennes en France, comme l'agence d'Alsace, par exemple, qui a déjà une bonne quarantaine d'années, je crois, de trajectoire, on a dû réfléchir à ce que ça voulait dire pour la Meuse. Et c'est vrai que dans la feuille de route et dans les statuts même de l'agence, on parlait de faire du développement économique, du développement touristique et du marketing territorial. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des angles morts, qu'il y avait des zones grises dont il fallait falloir parler. On a parlé d'attractivité résidentielle. Où est-ce que ça se place précisément dans le continuum peut-être entre la valorisation du tourisme sur un territoire et la valorisation du développement économique, c'est-à-dire faire venir des entreprises, les développer, les accompagner à l'endogène, à l'exogène, avec la problématique des recrutements. Comment est-ce qu'on fait venir des gens qualifiés qui vont venir s'installer ici pour la qualité de vie et qui vont intégrer des entreprises? Ça, c'est une première zone grise. Quelle est la place de la valorisation du sport, par exemple, dans l'attractivité? Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire venir des mécènes pour la Meuse? Qu'est-ce qu'on doit faire pour l'innovation technologique, le jeu vidéo, par exemple? On voyait là, dans le scénario, le métavers. On sera dans le métavers, pas avec des interventions médicales, mais déjà avec un jeu vidéo qu'on développe sur le vélo en Meuse, et pour montrer comment on peut venir pédaler et découvrir le territoire avec un Oculus pour ensuite venir le tester en grandeur nature. Donc on réfléchit déjà à ces choses-là, et c'est en regardant finalement les atouts de la Meuse qu'on arrive à faire matcher ou pas selon les besoins des publics qu'on va faire venir. En tourisme, on se pose toujours la question, qu'est-ce que c'est que le tourisme de masse? Est-ce qu'on veut du tourisme de masse? En Meuse, à mon avis, il n'y a pas de risque, mais par contre, c'est quel est le tourisme de qualité qu'on veut attirer ici? Comment est-ce qu'on veut augmenter l'expérience
des touristes, le panier moyen, faire en sorte que ça ne dégrade pas l'expérience de vie des gens qui vivent, parce qu'il faut savoir cohabiter. On a aujourd'hui des territoires avec des tensions sur le marché touristique, avec des concurrences finalement entre les habitants, les touristes qui viennent, les nouveaux habitants, avec tout ce qu'on peut imaginer derrière de tensions sur le marché immobilier. On parlait de l'habitat, alors c'est l'inverse de ce qu'on peut trouver ici peut-être, mais ça il faut y penser aussi quand on fait de l'attractivité. Donc il faut vraiment arriver à une définition un peu fine, et pour la Meuse, eh ben, on essaie de coller aussi à l'identité du territoire. Je dis souvent que c'est un peu schizophrène de faire de l'attractivité, parce que d'une part, on parle aux gens d'ici, c'est-à-dire aux Meusiens, et on essaie de leur montrer un territoire qui leur plaise, mais on ne va pas forcément le faire de la même manière que quand on veut attirer des gens de Paris, de Strasbourg ou de Belgique. Donc à chaque fois, le discours il change, et ce qui peut plaire à un Belge ne va peut-être pas attirer un Meusien sur son propre territoire. Et les Meusiens, on le sait, ils sont humbles, ils ont parfois même une vision dégradée de leur territoire. C'est parfois en dehors qu'on va leur faire plaisir et qu'on va leur montrer, parce qu'on a réussi à montrer la Meuse en dehors, qu'il y aura de la fierté. Mais il faut arriver à jongler entre les deux, à trouver le meilleur équilibre entre les deux. Donc c'est tout ça, c'est vraiment une chimie de précision, je dirais, l'attractivité. Oui, on pourrait en parler des heures, parce qu'effectivement c'est un sujet complexe, l'attractivité, mais vous l'avez bien résumé, et c'est vrai que ce que vous évoquez à l'instant par rapport à la vision que peuvent avoir les Meusiens, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console, hein, mais c'est un peu ça finalement, parce que ce qui était avant pointé du doigt comme étant des tares de territoire, la pluviométrie, aujourd'hui il pleut, mais est-ce que la pluie aujourd'hui a la même résonance qu'il y a quelques dizaines d'années? Aujourd'hui, il y a des territoires qui rêveraient d'avoir de la pluie. Et donc, on voit bien aujourd'hui qu'il y a des atouts. La faible densité est un atout. Et quand on a, nous, développé Vivre au Vert, on a configuré Vivre au Frais, Vivre au Calme, parce que la recherche de territoires où il fait bon vivre, bon respirer, où on ne va pas se retrouver côte à côte dans les calanques à devoir prendre un ticket pour pouvoir accéder à des lieux qui sont soi-disant touristiques, mais qui ne deviennent plus à cause effectivement de la surfréquentation. Et puis la cohabitation que vous évoquiez entre les habitants et les futurs éventuels habitants, parce que n'oublions pas qu'un touriste est un éventuel futur habitant, hein, qui est éventuellement en repérage, et il le sera d'autant plus que on a des notions qui se développent, si on revient avec le télétravail, ce qui s'appelle le télétravel, où on combine destination de vacances et destination de travail, de plus en plus de lieux, de sites qui sont effectivement identifiés comme étant à la fois des espaces où on peut passer des bonnes vacances et en même temps des espaces de travail, ce qui me permet de faire une belle transition. Vous voyez, ça c'est un métier, hein, avec vous, Raphaël, parce que, alors, double titre, et moi je suis ravi que Julien ait pu vraiment identifier les différents intervenants des différentes tables rondes, qu'on n'ait pas que des intervenants acteurs publics, mais qu'on ait des intervenants entrepreneurs qui sont mis en avant, et notamment plus des entrepreneurs engagés. Et je vais vous laisser volontairement passer un peu de temps à présenter votre activité, parce que vous avez une vraie expertise, et puis aussi l'initiative de nos bureaux, et pourquoi, à un moment ou à un autre, vous avez décidé de vous faire chier, entre guillemets, à créer un espace, alors qu'on aurait pu se dire que c'est de l'intérêt général, et donc c'est à la collectivité territoriale de le faire. Exactement. Merci. Bonjour à tous, et merci pour l'invitation, merci pour l'organisation, Julien. Il y a tellement de sujets pour moi à aborder aujourd'hui, tout ce que j'entends depuis le début. Je vais juste rebondir sur le dernier, la fierté meusienne. C'est quelque chose qui me tient à cœur, la fierté verdunoise même. Je suis un globe-trotter dans mon activité professionnelle, donc je porte le drapeau meusien et verdunois partout où je vais. Et je vous assure qu'on n'a pas à rougir. Et si un jour vous avez besoin d'arguments, n'hésitez pas à m'appeler. Je peux vous faire un petit bouquin d'arguments pourquoi on est bien à Verdun ou pourquoi on est bien en Meuse. Et peut-être que vous attirerez de nouveaux talents. Mon parcours, moi je suis né à Verdun. Et donc j'ai fait mes études jusqu'au bac en 2002, j'aurai 40 ans l'année prochaine. Et puis souvent, comme beaucoup de Verdunois, on part à Metz, à Nancy, et j'ai même eu la chance moi d'aller à l'étranger pendant mon master. Et arrivé à la fin de mon master, j'étais bien à Verdun. Et j'avais plein d'offres d'emploi en 2007 sur Paris. Tous les copains étaient partis à Paris, ingénieur biomédical, ingénieur d'application, imagerie, etc. Et puis moi, j'avais pas envie, pour une raison toute simple, je voulais rester avec mes copains jouer au rugby à Verdun. Voilà. Donc mes parents m'ont dit « Ok, tu prendras le temps de trouver un job ». Et puis j'ai trouvé un job de commercial dans le monde du handicap, technologie pour les personnes en situation de handicap.
Et par chance, je devais gérer le territoire Grand Quart Nord-Est en France et la partie export, parce que je ne voulais pas perdre le peu que j'avais acquis, en tout cas de la langue étrangère et de la maîtrise de l'anglais. Et de ce fait, on est en novembre 2007, et il y a un outil magique qui arrive en Meuse qui est le TGV. Voilà, le TGV. Et moi, j'ai dit à mon père et à d'autres personnes, je dis, mais comment vous faisiez avant, quoi? C'était pas possible. Prenez 2 jours pour aller à Paris et nous, on fait des réunions d'une demi-journée. Et ça, c'est déjà le point numéro 1. Et vous pouvez aller dans des très belles régions en France. J'adore les Vosges, j'adore le Jura, j'adore la Haute-Savoie. Sauf que quand vous avez un meeting à Paris, c'est galère. Nous, non. Voilà. Et ça ne nous empêche pas d'aller dans les Vosges et dans le Jura de temps à autre. Donc ça, première chose. Et du coup, mon parcours m'a amené à évoluer. Et en 2014, donc je travaillais pour une société qui était basée à Dijon. J'allais de temps à autre à Dijon. Et en 2014, on me propose la direction d'une business unit. Et moi, je dis au PDG de cette société, 600, 700 personnes, je dis, OK, mais je reste à Verdun. Il me regarde, il me dit, et pourquoi pas? Et j'avais une équipe commerciale étalée sur la France. On avait déjà dématérialisé. Je venais quand même régulièrement à Dijon. Et me voilà en train de piloter une équipe de 12 personnes, plus après les services généraux, transversaux, etc. Mais ça n'empêchait pas. Et voilà, on était déjà dans la dématérialisation et dans un management à distance. Ça, j'y reviendrai parce que c'est un critère extrêmement important. Sauf que c'était bien, mais je faisais beaucoup de home office. À un moment donné, imaginez au mois de janvier, du lundi au vendredi à la maison. C'est bien, vous dites au revoir à votre femme ou à votre copine à 8h du matin, puis elle revient à 18h. Le seul truc que vous êtes allé faire, c'est d'aller 2 fois aux toilettes et prendre un café et vous dire « Merde, il est 18h ». Et là, les semaines étaient un peu longues et c'est de là, je me suis dit, mais il me faudrait un bureau en fait. Il faudrait que je casse cette routine, même si je voyage beaucoup. Et à l'époque, il y avait Julien, c'est en quelle année qu'il y a eu le coworking à Bras? Ouais, bon, un truc préhistorique, hein. Fallait oser, hein, 2008-2009. Puis je dis, ah, mais ça fait pas sens. Moi, j'habite, attendez, hein, j'habite au nord-est de Verdun. Je ne vais pas traverser la ville pour aller à Bras-sur-Meuse. Et puis, pas de solution à Verdun. Au début, je voulais me prendre un bureau tout seul. Et puis, en discutant avec des personnes, on se dit, bah tiens, c'est vrai que de mettre un espace de coworking à Verdun serait pas mal. Donc, let's go. Je suis soutenu par le programme Leader, par l'agglo de Verdun. Voilà, un financement partiel, certes. Hein, et je dis au maire de Verdun, je dis, voilà, on va tenter un truc, on va faire un laboratoire. Je dis, moi, je ne prends pas le risque de mettre 40 bureaux. Je dis, voilà, on va faire un laboratoire. C'est 110 mètres carrés, 9 bureaux en open space, une salle de réunion. Ce laboratoire, il a drainé, là, maintenant, on va avoir 3 ans, il a drainé une centaine de clients, voilà, utilisateurs. Donc, il y a eu des gens de passage, mais il y a des réguliers. Et puis, il s'est transformé avec les attentes. Au début, on a été 9 bureaux en open space, une salle de réunion. On a transformé en 5 bureaux open space, un bureau privé, une petite salle de réunion et une grande salle de réunion. Et dans ces clients, on a... Alors quand on me dit, qui c'est qui vient chez toi? Ingénieurs, associations, parfois même des services publics, des maires de petites communes de Meuse, des Anglais, des Allemands, des touristes, des Parisiens. Tout le monde vient. Tout le monde. Sauf que le secret pour que ça fonctionne, il faut faire confiance aux gens. Il faut leur donner le confort, il faut leur donner surtout l'accès. Parce que si vous mettez à disposition, et moi dans mon expérience, j'ai travaillé dans les avions, dans les halls d'hôtel, dans les aéroports, dans les salons, etc. Si on vous dit à 19h, monsieur, il faut partir, vous ne pouvez plus bosser, ça ne convient pas. Et moi, il y a des gens... donc du coup, nous, le truc, c'est que c'est ouvert 24 heures sur 24. Il y a des gens, ils viennent à 5h du matin. Il y a des gens, ils finissent à 23h. Il y a des gens, des auto-entrepreneurs, et moi le premier... Dimanche, il pleut, sortie vélo annulée. Bon, tiens, je vais m'avancer parce que demain, il fait beau. J'irai peut-être courir demain, là, lundi après-midi. Tiens, je vais bosser dimanche matin. On se croise. Voilà. Donc, le modèle a un peu changé. On voit un peu tout. Alors, je vais juste rebondir sur l'effet open space. Alors, moi, quand j'ai ouvert nos bureaux, tout le monde a dit « Oh, horreur, l'open space ». Alors, l'open space, moi, j'ai des gens qui ont quitté les bureaux de Bras pour venir en open space à Verdun. Ils sont malades ou quoi? Non, ils ne sont pas malades. L'open space peut être dérangeant dans certains cas. Confidentialité, je le préviens. Hein, il y a des gens, ils viennent. Moi, je ne peux pas parler de ce sujet-là, c'est trop confidentiel. Ok, prenez un bureau privé. Par contre, il y a des gens qui ont besoin de l'open space. Et moi, quand j'allais au siège à Dijon, on avait un open space. Sauf que c'était hyper désagréable parce que j'avais mes collaborateurs autour. Et vous savez comment que ça se passe?
n'a peut-être pas envie de dénoncer certains sujets parce qu'on a ces collabs. Et aussi, on a une oreille extrêmement attentive parce qu'il parle de sujets qui nous concernent. Aujourd'hui, moi, je partage un open space avec des personnes qui sont spécialisées dans le montage et la réalisation vidéo, avec des ingénieurs. Eux, quand ils parlent, pour moi, je ne les entends pas. Et moi, quand je parle de mon sujet, ils n'entendent pas. Par contre, quand j'ai des sujets critiques, etc., on va en salle privée. Donc, encore une fois, il faut repenser à ça. L'open space peut être stimulant. Parce que si vous êtes dans un placard de 5 mètres carrés, sans lumière naturelle, et que vous voyez et vous entendez personne, ça va être quand même compliqué les journées. Donc, finalement, l'open space amène de la stimulation. Et dans mon parcours, j'ai eu l'occasion, d'ailleurs à Paris, j'ai travaillé, j'ai collaboré avec des projets dont la fondation FDJ, open space gigantesque. Voilà. Et les gens, ils n'ont pas leur bureau attitré. Il faut l'accepter quand on est manager ou directeur, ça. Ça change la donne. Avant, c'était, oui, il y a bureau du directeur, bureau RH, bureau DAF, etc. Non, le bureau, on prend celui qui vient. Par contre, on a besoin de confidentialité, on va ailleurs. Donc, une sorte de flex office qui est d'ailleurs rentré dans le Robert. Alors voilà, le flex office. Et puis, j'entendais parler de problèmes, l'acquisition de bureaux, l'engagement, etc. Aujourd'hui, j'ai des auto-entrepreneurs, j'ai même des entreprises qui viennent louer ces espaces. Bah, c'est un peu le Club Med quand même. Qu'est-ce qui se passe, vous, quand vous partez au Club Med ou ailleurs, Marmara, et je ne veux pas tous les citer, mais vous payez une prestation pour une semaine et on s'occupe de tout. C'est all inclusive. Bah, en fait, c'est apprécié quand même des auto-entrepreneurs. Ils ont une ligne de facture, voilà, 180 € par mois. Ils ont le bureau. Ils n'ont pas à se soucier de la machine à café, ni du ménage, ni de la connexion Internet, ni du matériel. Et en fait, quand vous cumulez tout ça, c'est de la charge mentale pour une petite entreprise ou un auto-entrepreneur. Pour une entreprise de plus de 50 salariés, quand il y a des services attitrés, pourquoi pas ? Mais quand vous êtes auto-entrepreneur, vous avez vos clients à gérer, vous devez développer votre offre et que vous avez votre femme de ménage qui vous lâche, ou alors il y a un petit problème avec la fibre, etc., vous n'avez pas le temps de vous occuper de ça. Donc finalement, comme disent les Anglais, c'est peace of mind. Hop, mon job, moi j'en ai plein, ils m'ont dit, l'engagement c'est quoi ? Je dis, bah moi si tu me préviens 3 semaines avant, tu peux quitter ton abonnement. On n'est pas sur un bail de 3, 6, 9 ans. Là, Ouais, est-ce qu'on évoquait la flexibilité d'usage voilà. J'ai un salarié en plus qui vient, j'ai besoin de renfort, est-ce que je peux lui prendre un bureau ? Let's go. Merci Raphaël, parce qu'effectivement, cette initiative, alors ce qui est intéressant, c'est une initiative privée qui part d'un besoin, d'un vécu, avec un soutien de la part d'une collectivité, avec des programmes effectivement de financement, parce que cette infrastructure, et nous on l'a vu sur la plateforme Vivre au Vert, puisqu'on a plus d'une quarantaine de critères pour identifier un territoire, et on a mis comme critère proximité d'un espace coworking. Et ce critère aujourd'hui est demandé par 31% des personnes qui utilisent la plateforme Vivre au Vert. On est passé de 24 à 31%. Donc c'est une infrastructure qui a du sens pour l'attractivité d'un territoire. Et pour effectivement être un territoire heureux, ce n'est pas que de l'infrastructure, c'est aussi du lien social. Combien de fois on dit que les espaces coworking sont un peu les lavoirs numériques des temps modernes. C'est des lieux où on y va pour créer une activité à valeur ajoutée et en même temps on crée du lien social autour de la machine à café et éviter l'isolement, d'être tout seul dans sa salle à manger, encore en pyjama à midi parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller se laver, se raser, bref. Julien, juste avant de conclure et de donner avant la parole, avant la conclusion, mais quand même rebondir par rapport à tout ce qui a été dit. Bon, déjà, il ne faut pas opposer les genres. En France, on a tendance à opposer les genres. Travail, télétravail, présentiel, distanciel, coworking, tiers-lieu des bureaux, open space. Non, peu importe, il en faut pour tout le monde et tous les besoins. D'ailleurs, nous, quand on parle de télétravail, moi, je pense que dans 2-3 ans, on ne parlera plus de télétravail. On parlera de travail. On parlera d'organisation du travail. Ça peut être de l'hybride, ça peut être du flexible, ça peut être du 4 jours. Parce que là, on parle beaucoup, on est sur des métiers très techno. Je veux dire, il ne faut pas oublier tous les autres métiers. Les autres métiers qui n'ont pas accès au télétravail et à toute cette dématérialisation. Par contre, la problématique est la même pour eux. La semaine des 4 jours, ça peut concerner n'importe quel métier. Ce qui veut dire aussi que ça demandera une adaptation de la société aux évolutions sociétales des entreprises, des commerçants et compagnie. Parce que si on est sur 4 jours, peut-être que demain, on n'ira plus chez le coiffeur le samedi. Parce que les coiffeurs voudront peut-être plus travailler le samedi. Bon, ce n'est pas le sujet. C'était juste pour rebondir là-dessus. Non, par rapport à... Alors moi, j'ai apprécié le design fiction. J'adore tout ce qui est décalé parce que je suis décalé. Mais finalement, ce n'est pas si décalé que ça. Quand on prend le dernier là, sur Il me santé, enfin, Il me santé plutôt là... je veux dire, d'ailleurs, là, demain, il y a l'Assemblée générale d'Il me santé et moi, j'anime une table ronde sur justement l'accès aux soins. Parce que finalement,
comme encore une fois, on oppose les genres télémédecine, médecine. Non. Nous, avec le modèle IME Santé, c'est dire comment on peut répondre à un problème d'accès aux soins qui est hybride, qui est en fonction, je veux dire, il y a les médecins, parce qu'il n'y a rien de plus important que l'humain que le local, mais pour autant, on a un médecin généraliste qui est centralisé sur la France et qui est le remplaçant des médecins localement. Donc, quelque part, sans rentrer dans les détails, ce qui veut dire que la réponse, elle ne va pas être soit de la télémédecine avec des cabines, ou soit que des médecins. De toute façon, les médecins, ça évolue comme le reste. Ça va être une hybridation, une adaptation de l'accès aux soins. Sur la partie, la première table ronde, ce n'est pas la conclusion là, sur la partie dépeuplement, ça c'est un vrai sujet. On entend, moi j'attends tous les politiques là, depuis 20 ans. Allez, on va faire un plan pour doubler la population, machin. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? Est-ce qu'on y est arrivé? Ça me fait rigoler, moi. Donc, à un moment donné, posons-nous les bonnes questions, osons. Je ne dis pas. Le principe, vous l'avez compris, j'espère, hein, le principe du design fiction, c'est d'aller très loin, mais d'essayer d'apprivoiser le futur. C'est bien sûr, on ne va pas faire toutes les naissances du monde. La France, on n'ambitionne que la France. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est d'aller très loin. Les routes, Serge, il était là, Serge, je crois que je l'ai vu, Serge. Les routes. Attendez, les routes, quand vous voyez qu'il y a 4 départementales qui arrivent dans une commune, est-ce que demain, on ne va pas revoir ça? Est-ce que demain, si on veut faire développer les déplacements doux, on va pas le faire? Eh bien, osons. La partie université, je trouve que c'est le truc qui est le plus probable, finalement. Parce que finalement, c'est ce qu'on devrait avoir une université en Meuse. Donc voilà, tout ça pour dire que je voulais dire que c'est du design fiction. On peut dire ils sont à l'ouest, mais c'est pas grave, on assume, je le fais très bien, je vous assure. Non, je pense que c'est par là qu'il faut passer pour définir la stratégie de la Meuse. J'en redirai plus tout à l'heure pour conclure. Mais est-ce que vous, parce que finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, nous, on n'a aucune solution toute faite. On ne détient pas la vérité. Vous, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez des idées ou des propositions? On peut leur donner la parole, Dominique? Oui, complètement. Ben voilà, de toute façon, après, on va boire un coup. Il reste 3 minutes là. Voilà, il reste 3 minutes pour tenir le timing, même si on a démarré un peu en retard. L'idée étant de vous faire réagir maintenant qu'on a évoqué les designs fiction, qu'on a entendu des témoignages. Vous avez un fil rouge, le fil rouge de l'attractivité, d'un territoire heureux, un territoire harmonieux. Des réactions, des commentaires, des compléments par rapport à ce qu'on a entendu. Alors aussi bien vision territoriale ou des visions entrepreneuriales. Qui démarre? Ah ben voilà. Tiens. Ah, pardon. Je fais même le portage de micro. Merci. Merci. Donc je suis Alexandre Pachin, chef de service à la mission locale du Nord-Meusien. Je voulais simplement faire un complément par rapport à ce qui a été dit sur la partie apprentissage, en lien avec Monsieur Vélin et en lien avec Christophe Delegue. Simplement aussi pour indiquer que la Meuse se manifeste aussi par son innovation en lien avec un dispositif, je ne sais pas s'il existe sur d'autres territoires, mais qui s'appelle la mission apprentissage, financée entre autres par les services de l'État et qui promeut, j'ai envie de dire, sur l'ensemble du territoire meusien l'apprentissage. Donc c'était simplement pour faire, on va dire, un complément par rapport à ce qui a été dit. Mission apprentissage donc portée par la mission locale du Nord-Meusien et qui se développe sur tout le département de la Meuse, dont le Greta est membre aussi en lien avec Monsieur Bell encore une fois. Et encore une fois, l'idée c'était d'avoir un seul et même porteur en lien avec l'apprentissage pour le promouvoir sur l'ensemble du territoire. Voilà, donc je ne veux pas intervenir plus longtemps, mais c'était simplement pour faire un complément par rapport à ce qui avait pu être indiqué juste avant. Merci, et c'est sûrement pour ça que Julien disait que c'était un des scénarios qui était assurément le plus probable. D'ailleurs, dans les design fiction, c'est à chaque fois la question qu'on se pose, est-ce que c'est probable, est-ce que c'est souhaitable? Voilà, c'est un peu effectivement ce point qui est en filigrane de toutes les fictions. Merci de vous déplacer. Émilie Ginesté, je suis la directrice de l'usine Viterme à Étain. Alors, vous n'en avez pas entendu parler, nous sommes un dilueur d'eau de Javel. Nous ne fabriquons pas l'eau de Javel, nous la diluons. Si vous achetez de la marque de distributeur en eau de Javel, elle vient sans doute d'Étain, vous ne le savez pas. Nous sommes seulement 23 salariés, petite industrie. J'ai entendu beaucoup de choses qui me paraissent pour moi être plutôt de l'emploi tertiaire, du télétravail. Nous, industrie, nous avons beaucoup de problématiques sur le recrutement, techniciens de maintenance, même juste les salariés au global, les apprentis. La Meuse n'est pas attractif du tout.
Donc j'attends de vos conclusions ensuite pour savoir comment est-ce qu'on va avancer, puisque quel travail vous souhaitez, comment on va évoluer, comment l'industrie va survivre en Meuse, du fait des différentes problématiques, de l'attractivité qu'on a des difficultés à recruter dans nos différents secteurs. Donc voilà, j'ai beaucoup d'attentes et je discutais avec ma voisine de siège. Ça passe, voilà, pour attirer, il faut répondre à des besoins primaires, manger, dormir, mais ensuite les autres besoins, c'est comment je fais garder les enfants, les petits détails de la vie courante pour qu'on puisse se consacrer à notre travail. Donc il y a beaucoup d'attentes sur beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on va faire ? Je ne suis pas meusienne, je suis arrivée il y a une quinzaine d'années en Meuse. Quand on m'a annoncé ça, j'ai dit oh, quelle horreur, déjà c'est où ça ? Bar-le-Duc, c'est quoi ça ? Ah, c'est comme Tulle ou Laon, personne ne sait où c'est, on sait juste que ce sont des préfectures. Donc ben, ouais, c'est en tout cas merci pour cette question parce voilà, que ça va permettre d'introduire une conclusion. Mais avant, il y avait Jean-Christophe qui voulait justement réagir par rapport au fait qu'on a effectivement parlé un peu de télétravail, mais on a aussi parlé d'apprentissage. On a parlé aussi de semaines de 4 jours qui pouvaient justement aussi s'adresser et surtout s'adresser aux industries. Juste par rapport à la situation de l'entreprise Viterme que je connais bien, puisque mes collaborateurs sont déjà en relation avec l'entreprise, puisque je sais que vous aviez une difficulté de plateau de formation en local et que malheureusement nous avons été mis dans la boucle un petit peu plus tardivement que nous l'aurions souhaité. Et c'est le Greta CFA qui va, en partenariat avec l'UMM de Yutz, porter cette formation. Donc on va mettre à disposition les formations attendues pour l'entreprise. Voilà, c'est juste une partie de la réponse. Après, sur la recherche d'apprentis ou autre, un point que je n'ai pas abordé tout à l'heure, la question du logement, c'est que nous mettons aussi, nous, en place des dispositifs en interne sur nos structures de formation que sont les lycées dotés d'internats. Alors pour le lycée Marguerite, c'est 320 places. Donc on met en place des dispositifs, des accueils dédiés en colocation, et ça marche. Pour des jeunes, des apprentis, où ils sont en autonomie ou en semi-autonomie. C'est juste pour apporter un élément de réponse par rapport à l'attractivité dont vous parliez tout à l'heure, parce qu'on a bien compris qu'il fallait un peu du hall inclusive pour ces apprentis ou ces futurs professionnels de l'industrie. En tout cas, merci pour la question, merci aussi pour les compléments apportés. Et peut-être justement, en profiter, Julien, pour se projeter sur la suite. On a secoué la pulpe là pendant 2 heures. On respecte le timing. Bon, maintenant, c'est quoi la suite ? Enfin, voilà, est-ce qu'on repart dans nos penates et on oublie ce qu'on vient de passer comme moment ensemble, ou alors est-ce qu'on se fait une clause de revoyure ? C'est quoi la suite ? Non, mais comme tu l'as dit, Jean-Christophe, il y a des choses qui sont faites il n'y a pas de souci. Mais le vrai sujet, on le voit bien par rapport à il y a 10 ans, 15 ans, maintenant, c'est c'est les changements sociétaux qui font que les entreprises ont des soucis de recrutement et tout. Je le dis souvent, et on aurait dit ça il y a 3 ans, on nous aurait pris pour un fou, mais c'est les salariés qui ont le pouvoir aujourd'hui. Et ça change tout. On aurait dit ça il y a 3 ans, non, les salariés ont le pouvoir. Donc, c'est pour ça qu'il faut construire des choses innovantes. Et moi, je suis quand même un petit peu plus sur la rupture. Je reviens au scénario de design fiction. Je pense qu'on pose les bases d'une stratégie de demain du département de la Meuse. Bien sûr, pas jusqu'à l'extrême, voilà, peu importe. Mais il faut être disruptif parce que tous les départements, entre guillemets, que c'est un mot encore, tous les départements sont comme nous. Mais qu'est-ce qui fera que effectivement la Meuse peut être attractive demain ? C'est avec nos atouts. On l'a dit. Qualité de vie et compagnie, on ne va pas y revenir. Donc là, on a, comme tu l'as dit, on a bougé la pulpe, on a agité la pulpe, on a posé les bases d'une réflexion beaucoup plus globale. Et madame, on comprend vos soucis, mais vous imaginez bien que si j'arrivais en disant, voilà, la solution c'est là, je serais peut-être sénateur. Non, je plaisante. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Le but du jeu, c'est de faire de la construction. Donc nous, on va avancer sur en tout cas notre sujet qui est le proxy travail, développement des tiers-lieux. On compte associer, on a gardé le fichier, on n'a pas gardé le fichier, RGPD. On vous reverra une communication pour voir si vous voulez continuer à poursuivre, à faire l'aventure avec nous, poursuivre l'aventure. Pourquoi pas demain aller à Bar-le-Duc sur une des thématiques données ou encore une autre thématique. Mais c'est tout ce qu'on vous propose, pas plus que ça. Mais vous avez bien compris que, vous avez bien compris que l'avenir, il va être un peu particulier et que c'est pas, encore une fois, on va conclure avec ce qu'on a dit au départ, c'est pas avec des solutions d'hier qu'on va régler les problèmes d'aujourd'hui ou de demain. C'est toujours comme ça qu'on a construit cette vision stratégique un petit peu quand même, parce qu'il faut avoir de la stratégie dans la vie. Et derrière, c'est ce qu'on veut faire ici au département de la Meuse.